Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce 11e épisode de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois Roxane Pillet, photographe, vidéaste, réalisatrice, illustratrice, artiste peintre et j'en passe. On va d'abord parler de son parcours et de son rapport avec l'art et ses pratiques. On va ensuite parler de ses moyens de rémunération. C'était hyper intéressant parce que Roxane, elle a un art vraiment multiple. Et du coup, on a parlé aussi de ses formules shooting, mais également des marchés de créateurs, de sa boutique Etsy et de plein de choses. Donc c'était assez complet. Et dans une troisième partie, on a parlé de son quotidien en tant que personne neuroatypique et que personne queer et de comment elle met ses valeurs et son vécu dans son art. J'ai adoré cette discussion. J'espère vraiment qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Et si c'est le cas, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant ou en mettant 5 étoiles sur vos différentes applications de podcast et en venant débattre également sur le compte Instagram qui s'appelle l'Alam Podcast. Voilà, tout attaché, c'est plutôt simple. Ça aide vraiment beaucoup le podcast à grandir, donc merci à vous et je vous laisse tout de suite avec le podcast. Bonjour Roxane. Hello. Bienvenue sur le podcast et merci beaucoup de bien vouloir partager tout ça avec nous. C'est trop chouette de te recevoir. Bah merci à toi. Moi j'aime trop le podcast donc je suis hyper contente de participer. Déjà, moi je te connais parce que tu as fait une école de photo avec ma sœur. C'est de là que j'ai connu ton travail et que je te suis depuis. Donc je t'ai présenté un peu en intro, donc je pense qu'on peut un petit peu commencer à parler de toi déjà dans une première partie. Et j'aimerais du coup qu'aujourd'hui on parle un peu de toi et de ton travail et qu'ensuite on aille sur une partie un petit peu plus entrepreneuriale, le côté comment on gère une activité de photographe et créatrice. Et ensuite un petit peu parler de tes valeurs et de ce que tu veux transmettre à travers ton art et tout. Mais du coup, voilà, on va pouvoir, si tu veux, commencer par une partie où on parle un petit peu plus de ton parcours, ton travail, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà d'où ça te vient, le monde artistique, comment tu l'as connu? Oui. Moi j'ai toujours aimé créer, mais ça a jamais été... je pensais pas du tout en faire mon métier ou quoi. Mais depuis que je suis petite, j'ai toujours des espèces de boîtes où je récupère plein de matériaux et je me dis je peux pouvoir créer des choses. Et c'est vraiment le côté créer de la magie, mais qui pouvait se transparaître par plein de médiums. Et je touche aussi aujourd'hui à plein de médiums. Et c'est vrai qu'au début, j'avais vachement de mal à communiquer avec les autres et tout. J'ai commencé par le théâtre quand j'avais genre 7 ans, parce que jusqu'à mes 7 ans, je parlais vraiment quasi pas du tout. Et ça m'a permis de vraiment apprendre par mimétisme comment on fonctionnait et en même temps trouver un médium qui était hyper intéressant pour m'exprimer, avec le côté créatif, même des costumes, de plein d'autres médiums que je connaissais pas. Et après, il y a eu le cirque aussi. Et là, ça m'a vraiment plu. Parce que là, maquillage, costume, et je faisais de la jonglerie et du monocycle. Ok, trop cool. Donc c'est vraiment, ça a commencé par là. Et puis j'ai toujours fait des trucs manuels, parce que ma maman elle est artiste peintre aussi, donc à la maison c'est un atelier géant, donc je pouvais vraiment toucher à ce que je voulais, il n'y avait pas de limite de on va salir quelque chose et tout, enfin c'était vraiment super cool là-dessus. On était hyper libre avec mon frère dans... dès qu'on voulait explorer quelque chose d'artistique quoi. Donc ça c'est chouette. Et genre à 16 ans, je m'étais dit je vais faire un marché de créateurs, mon premier marché, je vais vendre des trucs pour m'acheter mon premier appareil et commencer la photo. Et du coup j'ai commencé la photo plutôt, enfin pas tard non plus, mais il y en a c'est genre dès qu'ils sont petits, ils ont touché un appareil, c'était ça. Moi c'est plus, j'aime bien créer et j'adore les trucs magiques depuis que je suis petite, je suis obsédée par les fées, par tout ce qui est pas réel, parce que j'ai toujours été bien dans ma bulle et ça me plaît vraiment. Et donc après, je me suis dit, ouais, la photo, en fait, je peux bosser avec des comédiens, avec des circassiens, des circassiennes, des danseurs, des danseuses, mélanger un peu tout ce que j'aime, mélanger le make-up, mélanger la lumière. Et je me suis dit, ça pourrait être un peu le truc parfait parce que j'arrivais pas trop à me poser sur un seul médium. Mm. Parce que, ouais, du coup, t'as un art super multidisciplinaire, je sais pas si on peut dire ça. Et du coup, est-ce que dans chaque domaine artistique, enfin, chaque médium, tu racontais les histoires différemment?
Comment tu répartissais avant la photo ta création C'était un peu enfin je sais pas faire les choses dans la mesure, c'est vraiment tout noir ou tout blanc. Soit je me mets corps et âme et je ne pense qu'à ça matin, midi et soir, à oublier de manger, boire, tout. Soit je le fais pas. Et c'est vraiment en fait, genre j'avais un truc qui m'obsédait et je pensais qu'à ça et j'ai touché à plein de médiums où c'est vraiment la psychose, où je fais ça du matin au soir et j'ai eu ça pour plein de trucs. Après il y a des choses qui durent plus longtemps, genre le cirque, le théâtre, ça a duré plus longtemps. Mais je sais que par exemple j'ai appris, je sais pas, le ukulélé, à coudre, à machin, et ça va être que ça pendant 2 mois non-stop. Et je sais que mon frère il disait à ma mère, mais purée Roxane elle arrive tout le temps à les choses, mais c'est pas que j'arrive parce que j'ai un don quoi, c'est juste que vu que je n'ai pas conscience de mes besoins vitaux et je sais pas faire les choses dans la mesure, en 2 mois je vais faire l'équivalent d'1 an de cours de ukulélé parce que je pense qu'à ça quoi. Et donc ça a un peu fonctionné comme ça où je commençais à toucher un médium, je sais pas, j'avais fait justement le truc où j'ai acheté mon appareil, j'avais fait des bijoux. Donc j'avais regardé comment faire des bijoux de trucs, j'avais fait de la couture, enfin et donc en fait je vais toucher à ce médium là et j'ai essayé de le comprendre sous tous les angles et une fois que j'ai compris en vrai je me fais un peu chier et je passe à autre chose généralement. Mais j'ai des obsessions qui restent sur longtemps comme la photo parce que je peux faire différents trucs dedans. Mais après, là maintenant aujourd'hui, je vais faire par exemple, quand j'ai découvert la linogravure, c'était une horreur, ça séchait partout dans la maison, je pouvais même plus passer pour aller aux toilettes tellement ça séchait de partout. Parce que je me dis c'est trop bien comme médium et tout. Et maintenant, j'en sais vrai que j'en fais vachement moins parce que c'était. Ce moment-là, ça m'apportait un max de dopamine, donc j'étais en mode faire ça tout de suite maintenant, à fond. Et c'est comme ça que je jongle un peu de médium en médium, c'est vraiment selon mon envie. Et tes obsessions du moment, du coup, qu'est-ce que c'est Bah là, j'ai vu un nouveau. Ah, j'arrive plus à parler. Ça, je suis tellement excitée, j'arrive plus à parler. J'ai vu un nouveau processus pour imprimer avec des plaques en gélatine et ça m'intéresse trop et j'ai trop envie de tester. Mais là, j'économise un peu. C'est genre des impressions semi-transparentes Non, c'est vraiment des trucs épais en gélatine. Ok. Et tu mets de la peinture et ensuite tu mets, par exemple, soit il y a des artistes qui font du collage, qui font ça, qui mettent des bouts de papier, genre, soit tu peux imprimer tes photos, faire ce que tu veux, et ensuite ça s'imprime sur la plaque et toi tu peux mettre des t-shirts, des trucs, et même tu peux faire une autre couche où tu mets des mélanges de peinture colorée, parce que ça imprime en noir et blanc, faut que les photos elles soient contrastées, et du coup tu peux voir la couleur qui sort par derrière. Et moi ça m'intéresse trop parce que dans la lino, je fais des fonds peints à l'aquarelle et ensuite je fais ma linogravure, et donc ça fait un peu le côté carte à gratter magique, comme quand on était petit. Ah, donc là, tu pourrais faire une sorte de vraie carte en relief, presque. Pas forcément en relief, mais je pourrais le faire avec mes photos, parce que là, les linos, c'est que mes illus que je fais. Donc là, je peux imprimer une photo très contrastée que je trouve chouette sur un papier, et la poser sur la plaque. Et donc, il y aura des parties blanches, et par là, je pourrais faire une couche de peinture en dessous. Mais je sais pas si ça fonctionnera ou pas, parce que je me suis pas encore... c'est le début de l'obsession. Je n'ai pas encore fait 50 heures de recherche dessus. Mais ça me plairait bien. Ça me fait penser un peu à... je le dis tout le temps mal, son pseudo. About Evie. Oui, je vois, ouais. Mais c'est pas ça, je crois, que son pseudo. Mais en gros, et elle a... C'est pas des plaques en gélatine, mais elle commence à imprimer ses prints sur différents papiers, dont des trucs en aluminium. Ok. Et du coup, t'as une impression hyper intéressante, ouais. Ouais. Bah en fait, j'adore voir les différents médiums possibles. Et mélanger tout. Ouais, bah même mes prints photos, j'adore tester. Enfin, je suis obsédée du papier, quoi, vraiment. Tout ce qui est... En fait, j'adore les papiers à texture avec des grains, et du coup, je vais tester 50 papiers différents parce que ce grain-là, il va apporter... Vu que mes photos, elles sont assez picturales et que je peins les fonds photos, je fabrique les décors, c'est que des trucs peints. Je trouve ça intéressant d'imprimer sur du mat texturé qui fait presque papier et aquarelle, quoi. Et ça, c'est... Enfin, je pourrais regarder des papiers pendant 3 heures, j'aime trop les papiers. T'as une attache beaucoup aussi, j'ai l'impression, au matériel, parce que en vrai, la photo, si tu les imprimes pas, ça peut être un métier super numérique au final. Ouais. Et toi, j'ai l'impression que t'as quand même une importance du matériel. Ouais, j'adore avoir les trucs, enfin, toucher, essayer des trucs, gribouiller. Enfin, quand je passe trop de temps sur l'ordi, après j'ai le cerveau qui... je suis plus claire, j'ai l'impression d'être que l'air est chaud et que je suis sur un nuage, je sais pas. Et du coup, je fais ça à côté, même si le dessin, c'est vraiment pour tester des trucs. Et je sais qu'en soi, j'ai vraiment pas un bon niveau en dessin ou quoi, mais ça me permet de tester à côté. Et je sais que je pourrais juste me concentrer sur la photo et avoir encore un meilleur niveau en faisant ça et tout. Mais j'ai besoin de toucher du papier, des encres, de me salir les mains. Et pour autant, j'ai l'impression que la photo argentique, c'est moins ton truc. Ouais. Du coup, ça veut dire que le numérique, ça t'apporte quelque chose en plus aussi. Bah, en école photo, j'avais fait de l'argentique et j'en faisais beaucoup pour photographier mes potes, faire des photos, enfin, pour moi, vraiment, perso.
Et en fait, je trouve que pour ma pratique, c'est pas... Enfin, c'est une perte de temps pour moi, vu que vraiment, je fais de la mise en scène hyper poussée, où du coup, j'ai pas mal de retouches. Et l'argentique, c'est un peu le principe, c'est de pas avoir forcément de retouches ou quoi. Et moi, j'aime bien tout ce qui est chromie, essayer de faire moi-même mes chromies. Et c'est vrai qu'en argentique, t'as ta pellicule avec déjà une chromie dessus, quoi. Ce qui est chouette aussi. Mais moi, ça résonne moins avec ce que je fais. Et moi, j'aime bien quand c'est vraiment hyper réaliste, les photos, et on se demande si c'est de la peinture. Enfin, moi, en marché, en expo, on me demande tout le temps, mais c'est quoi? C'est de la peinture? C'est de la photo? Et je trouve ça sublime, les photos vraiment naturelles, avec du grain. Enfin, j'ai plein de potes, enfin, je pense à Elodie Pichot, qui fait de la photo argentique à fond, et des moments de vie. Elle est tout le temps avec son appareil, et quand on se balade, elle voit des trucs trop beaux, et elle est genre, ouais, faut que je le prenne en photo. Et j'adore ce style de photo, mais je vois moins l'argentique avec mon style, et où je fais que du studio, moi, finalement, en fait. Ouais, moi c'est pareil. Ça m'apporte une plus grosse liberté d'avoir pouvoir faire les retouches que je veux et tout. Donc, ouais, comme quoi le numérique est aussi des arts plus matériels, ça peut bien mélanger. Oui, c'est vrai. Quand t'as dit, on se demande si c'est une peinture ou pas, ça m'a fait penser à ta peinture enfin ta photo avec la poupée. Enfin, t'avais une sorte de maison Oui, de avec poupée. le château, ouais. C'est ça. Enfin, je dis poupée, mais oui, c'est casse-noisette. Ouais. oui. Et du coup, tu te définis comment au niveau de ton métier? Parce que là, j'ai dit photographe et créatif. C'est hyper galère. J'arrive pas. Justement, quand j'étais en école photo, enfin, le directeur de section était venu me voir en disant, mais là, tu vas pas réussir à vivre de ta photo, faut faire que de la photo, tu peux pas te disperser. Enfin, en France, on n'aime pas trop quand on fait plein de médiums différents. Parce que, enfin, ma maman, elle est artiste peintre, et elle a des amis qui sont dans l'art en Allemagne aussi, où c'est pas du tout pareil, je trouve. Enfin, c'est vachement plus avec plein de médiums différents. Et je sais plus ce que je disais, on parlait de quoi? Comment je te définis ton... Oui, me définir. Bah, c'est dur. Je dirais que mon médium principal, c'est quand même la photo, parce que c'est là où je me sens le plus à même de me définir en tant que professionnelle là-dedans, parce que j'ai fait une école, que je sais que j'ai toutes les bases techniques et tout. Alors que le dessin, c'est vraiment mon expression de moi, mes gribouillis, mais j'ai aucune base technique, et que c'est pas forcément hyper bon, les proportions, tout ça, quand je le fais. Donc c'est vraiment plus photo, mais après, j'ai toute une... Enfin, moi, j'adore faire de la direction artistique, je me vois jamais faire photo si quelqu'un fait la DA. C'est impossible pour moi. Sinon, j'aime pas la photo. Je pense que je préférais être DA que photographe si je devais choisir entre les deux. Mais j'adore faire les deux. J'aurais du mal à délaguer la photo aussi. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué. Enfin, quand les gens me demandent, je dis je suis photographe, je fais aussi de la vidéo. Mais pareil, je me sens pas non plus pro parce que je l'ai appris toute seule. Mais là, avec le niveau... À force de pratiquer, je sais que là, je pourrais faire des trucs niveau pro, mais en même temps, je sais pas parce que c'est pas mon truc premier. Mais photo DA, je suis confiante de dire ça. Et après, j'arrive pas à me définir en tant qu'illustratrice alors que je vis beaucoup de ça en vendant mes dessins. Parce que je teste des trucs. Mais ouais, je saurais pas trop me définir justement. Ou artiste plastique, sinon, je sais pas, un truc... C'est ça. C'est un peu flou au final, nos métiers, et surtout quand ça évolue. Plusieurs trucs. Ouais. Enfin, au début, je faisais vraiment que de la photo, et après, j'ai eu confiance en mes dessins pour faire des marchés et tout par rapport à ça. Et puis, je vais découvrir un nouveau médium et je vais rajouter un autre truc, quoi. Donc, j'ai pas trop de trucs précis. Ok, trop cool. Et tu nous parlais de ton école. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, par exemple en photo, quel a été ton parcours En fait, moi, de base, j'étais pas du tout dans l'optique de faire mon métier, la photo. J'ai fait un bac S dans une école où vraiment ils te poussent à faire des prépas ou médecine et y a rien d'autre. Et du coup, j'ai choisi fac de bio parce que je me sentais pas de faire une prépa et tout. Enfin, ni médecine, je suis quand même quelqu'un de stressé, ça allait pas coller. Et genre, on m'avait convoqué en disant tu ruines tes capacités d'aller à la fac, quoi. Donc, une école d'art, c'était même pas envisageable, quoi. Et donc j'ai fait la fac de bio et j'ai fait un énorme burn-out et j'ai complètement arrêté. Enfin, je suis vraiment allée très très bas psychologiquement. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose que j'aime. Et du coup, j'ai passé des entretiens et tout sur Paris pour voir des écoles parce que j'avais le background d'avoir un truc vraiment hyper scolaire ou enfin vraiment bac S et j'en pouvais plus de l'école et d'apprendre. Et en fait, la fac, ce qui m'a dégoûté le plus, c'est que c'est vraiment t'apprendre des trucs par cœur, des connaissances pour les recracher dans des QCM. Et moi, j'ai un énorme intérêt spécifique sur tout ce qui est scientifique, sur les animaux, les dinosaures, les trucs comme ça. Ça m'intéresse trop, mais recracher dans des QCM, je comprenais... En fait, on s'approprie pas la connaissance et ça m'intéressait vraiment pas. Et du coup, j'avais pas forcément envie de faire une école de photo hyper prestigieuse ou quoi.
les grands noms qu'on connaît parce que j'avais trop peur que ça soit trop justement pas assez pratique et qu'il y ait beaucoup de théorie et moi j'en pouvais plus du tout de la théorie. Puis en fait la photo c'est de l'optique quoi, donc quand quand t'as des connaissances en bio, que t'as fait un bac S et tout, bah tout ce qui est technique c'est plus facile quand même à emmagasiner je trouve. Donc je voulais de la technique mais qui soit mise en pratique et c'est pour ça que j'ai choisi mon école parce qu'on avait vraiment plein de cours techniques mais c'était jamais on va avoir un contrôle la semaine prochaine assis et vous allez me dire ce que c'était quoi. On avait des projets perso genre faites une série en utilisant telle technique ou quoi. Et donc on a appris plein de formats. Avant je faisais jamais de studio donc j'ai appris comme ça toutes mes lumières, tout le studio, puis plein d'autres médiums de photos, de la photo, on a fait de la nature morte, de la mode, plein de trucs. Mais c'était toujours en pratiquant et on avait un studio libre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là j'ai pu vraiment développer mon style et trouver mon style photo aussi. C'est là que j'ai commencé à peindre des fonds et tout. Et c'était bien parce que c'était un outil pour que je puisse... Mais moi, ça me convenait par rapport à ce que je recherchais, mais j'ai bien conscience que ça peut ne pas du tout convenir à plein d'autres gens parce que c'était assez libre aussi et qu'il y avait ses défauts comme dans toutes les écoles. Mais moi, je pense que c'était le mieux à faire pour moi. Enfin, j'avais besoin d'une petite structure, de pas me sentir perdue avec plein de gens. S'il y avait une pression de qui... Enfin, je me mets facilement la pression, donc fallait pas que ce soit un truc trop stressant. Et pour moi, ça a convenu. Mais je sais que pour d'autres photographes, ça a pas du tout convenu et que c'était un énorme privilège pour moi de faire cette école-là parce qu'on peut tout à fait apprendre en autodidacte. Mais ça m'a complètement permis d'avoir quand même une structure et que ça soit plus facile pour moi. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça t'a aussi permis de, toi, en tout cas, d'après ton propre ressenti, trouver une certaine légitimité aussi. Tu te sens professionnelle parce que t'as déjà le diplôme, t'as acquis plein de compétences techniques. Je dis pas forcément le diplôme ou le fait que j'ai fait une école, mais c'est juste que maintenant je maîtrise ces notions-là. Et vu que je sais que moi j'ai tendance à partir dans tous les sens, enfin je suis TDAH, donc je sais que c'est dur pour moi de faire les choses dans l'ordre et comme il faut. Et que c'était important pour moi d'apprendre, je sais pas, des trucs tout bêtes, mais il y a des techniques de retouche spéciales sur Photoshop, de les connaître. Après, je peux me les approprier, les changer, pas les utiliser, mais je sais les faire et je me sentais légitime parce que du coup, je savais utiliser un flash comme il fallait faire. Alors qu'en fait, avant l'école, j'utilisais Photoshop, j'utilisais plein de trucs, mais moi, j'apprends en touchant à tous les boutons et tout. Et les profs de Photoshop, parfois, me disaient, mais t'as fait comment cet effet? Et après, c'est super. Après, regarde comment j'ai fait mes calques, ils étaient, ah, mais c'est vrai. Comment t'as fait ça? Et je sais que parfois ça a interrogé plusieurs fois des profs qui étaient genre mais comment t'as fait cette technique? J'ai touché à tous les boutons et ça me plaisait bien. Mais ça t'a donné un peu une structure et une base de travail un peu plus carrée, quoi. Ouais, c'est ça, t'avais des cours, c'était encadré, il y avait une routine, des horaires, des machins. Et ça m'a aidé pour... Je pense que j'ai appris plus vite, quoi, que si j'avais été en dehors de l'école. Puis j'ai appris des trucs que j'aurais jamais appris parce que ça me plaît pas. Parce que moi, si ça me plaît pas et si je suis pas hyper excitée par ce sujet-là, je vais pas y toucher, en fait. Et là, j'ai dû me forcer, et vu que je suis hyper perfectionniste et que je supporte pas d'échouer ou quoi, c'est même pas concevable, et c'est hyper dur pour moi. Enfin, c'est un truc que j'essaie de travailler là-dessus, mais que du coup, même des sujets qui me plaisaient pas du tout, genre la nature morte, le reportage de base et tout, je me donnais à fond parce que c'était pas possible que je fasse un truc pas bien, et il fallait que ce soit super. Et en fait, finalement, en faisant ça, y a des lumières de nature morte, tu te dis, ah, ça peut être intéressant sur des gens qui bougent aussi. Et donc, j'ai pu apprendre des trucs que j'aurais vraiment jamais appris pour le coup, parce que ça m'intéressait pas de base. En plus, des fois, la contrainte, ça permet de donner des idées et tout. Ouais, je sais, il y a plein de gens qui disent ça aussi, je suis d'accord et pas d'accord. Enfin, genre là-dessus, oui, parce que du coup, j'ai pu apprendre des trucs qui me plaisaient pas. Mais, quand on sait déjà son style et tout, c'est vrai que la contrainte, c'est... Enfin, je trouve que c'est... Souvent, les gens qui disent ça, c'est des photographes qui sont déjà bien établis et qui ont ce privilège d'avoir déjà un studio super et tout, qui disent « Non, mais vous pouvez créer avec ce que vous voulez. » Oui, on peut créer avec ce qu'on veut. Mais une fois qu'on a commencé à bien se mettre, il y a des choses qu'on peut pas faire parce que on est tout seul, on a besoin d'assistants et tout. Ouais. Et que une fois qu'on sait ce qu'on veut, en vrai, moi, ça me saoulerait d'avoir de la contrainte dans mes projets créa. Parce que je sais ce que je veux et que la contrainte, c'est... Une contrainte genre de consigne, ouais, c'est ça, ouais, je vois. Mais... Ouais, toi, là, t'as déjà ton... Enfin, la création... J'aime pas la contrainte, en fait. Je crois que c'est un peu dans mon caractère aussi, genre pas que par rapport à l'art et tout. Je suis un peu butée et j'aime pas trop quand on me dit quoi faire. Mais je pense que c'est parce que aussi... je pense que ça dépend des gens, mais j'ai l'impression que t'as quand même une grosse créativité assez fournie, on va dire, et... c'est comme ce que tu disais quand tu disais que tu voudrais même être DA, enfin tu pourrais pas laisser ta photo à moitié et tout parce que j'ai l'impression que quand t'as vraiment un plan d'ensemble dans ta tête, t'es en mode j'ai pas là c'est bon, je vois et je veux faire
Comme Mais je ce pense que c'est qu'on a aussi parce que je suis une dictatrice avec moi-même et que je suis hyper exigeante avec moi-même et que je suis un peu horrible avec moi-même et donc je me mets déjà des contraintes, des machins là-dessus. Et en plus, j'ai déjà dans ma tête mes idées. Je pense que c'est l'un et l'autre qui font que... Ouais, carrément. Ouais, je voulais te demander aussi comment ton univers, tu le décrirais, Ah oui. ton univers artistique, du coup, qu'est-ce que tu représentes, comment? Parce qu'il y a quand même un fil rouge, que ce soit en Ouais. photo, peinture, etc. C'est un peu dur à définir, mais je pense que ça vient un peu de toutes les inspirations que j'ai. Parce que du coup, j'ai commencé par le cirque, donc déjà ça, je pense que ça transpérait pas mal. Parce que j'aime bien créer des personnages et j'aime pas forcément que les modèles posent juste pour être beaux ou belles. Enfin, ça m'intéresse pas forcément et je veux vraiment créer un univers, une histoire. Donc il y a des maquillages énormes que je fais avec Charlène qui bosse à l'Opéra de Paris, donc c'est vraiment le but de se transformer, quoi. Et puis j'aime bien les lumières dures, enfin les côtés peut-être qui peuvent faire un peu théâtral, un peu cirque. Et j'adore les contes, j'adore les BD pour enfants. J'adore en fait les BD pour enfants un peu fantastiques, genre de fées, de sorcières et tout. Les lumières sont trop intéressantes et je m'inspire vachement des dessins et des peintures. Même tout ce qui est peinture classique, je suis complètement obsédée par le pré-raphaélisme, par plein de trucs comme ça. C'est quoi le... Bah, en fait, enfin, moi, ça m'inspire trop parce qu'il y a plein de sujets qui sont abordés qui me plaisent avec des trucs de mythologie, des choses comme ça. Enfin, même parfois, il y a des tableaux que j'aime pas forcément, mais il y a des choses dedans qui vont trop me plaire. Et j'avais fait une série photo avec des perruques et tout, et c'était inspiré de Fragonard, les hasards heureux de l'escarpolette, où c'est une femme qui est sur une balançoire dans une forêt, et c'est un truc hyper rococo, hyper fourni et tout. Et en fait, les couleurs, quand j'ai vu le tableau, j'étais genre obsédée, je suis restée genre 50 ans en me disant putain, les couleurs, elles sont trop belles. Et alors que c'est hyper fourni et hyper truc que tu fais dans un château, tu vois. Et finalement, ce truc-là, je l'ai pris pour faire mon fond de teint, parce que je me suis imprégnée de la palette de couleurs. Et puis même les poses classiques dans les tableaux, ça me plaît bien. Enfin, et puis les contes, les trucs féeriques, trucs oniriques. J'aime pas trop le réalisme. En même temps, c'est réaliste. Enfin, j'aime bien le réalisme dans le côté, le traité pictural des tableaux classiques, mais avec des sujets qui sont un peu féeriques, et aussi avec, du coup, vu que je suis queer, j'aime bien mettre des couples de reines, de duchesses, de fées, des représentations saphiques dans des trucs qu'on voit pas forcément, et qui sont pas forcément hyper... j'ai des photos avec des fées qui s'embrassent ou quoi, mais parfois c'est des trucs plus subtils ou qu'on voit beaucoup dans des tableaux, mais qu'on voit pas... Enfin, que c'est pas vraiment mis en valeur. Oui, carrément. Dans l'art, dans l'histoire de l'art, on n'en voit jamais en vrai. Enfin, en tout cas, on n'en étudie pas. Je pense qu'il y en a, mais qu'on les étudie là, je suis allée pas, voir il y a pas longtemps à Pompidou, il y avait une expo justement avec que des artistes queer et c'était trop cool de voir plein de représentations. C'était vraiment trop chouette. Enfin, du coup, il y en a que plein que je connaissais, mais si on n'est pas né dedans, on va pas forcément connaître. Et là, de les avoir tous au même endroit, c'était assez cool. Trop bien. Donc ouais, toi, ça, visuellement, ça se traduit en beaucoup de couleurs, de paillettes, de textures, En fait, déjà, je peins tous mes fonds. C'est des fonds qui font genre 2,50 m par 3. Et j'aime vraiment le processus de peindre en étant genre à même la toile et de bouger avec la toile. Et je peins vraiment à plat parce que j'aime bien genre être au milieu et tout. Enfin, je sais pas. C'est un processus que j'aime bien. Et ça va être des couleurs. Souvent, c'est des trucs un peu abstraits avec des couleurs, des dégradés qui me parlent. J'aime beaucoup le bleu, mais j'essaie de sortir du bleu aussi. Tout ce qui est bleu-vert, c'est vraiment moi. Mais je fais aussi un peu de rouge, orangé. Et parfois, je fais des trucs vachement plus figuratifs, comme tu disais, là, le château magique. Ou même, parfois, j'avais fait un truc un peu inspiré Art Nouveau avec le truc de Mucha et tout. Ça me plaisait bien. Avec un peu comme des vitraux, avec un truc assez symétrique. Et sinon, c'est des trucs un peu plus abstraits. Et je fabrique des décors en 3D aussi. Genre la sirène, j'avais fait des vagues qui venaient devant, en carton, avec du tissu peint au-dessus. Et c'est assez coloré. Je fais souvent un peu des trucs... C'est vrai que les gens, quand ils voient en premier, parfois, sont haïs la rétine, quoi, parce que c'est vraiment hyper coloré. Mais ça va pas être forcément multicolore, une seule photo. J'aime bien travailler un peu en monochrome. En fait, j'aime beaucoup certaines couleurs, genre le bleu, le vert, je psychose un peu dessus. Et j'aime bien voir toutes les nuances qui existent de cette couleur-là et travailler.
Et je pense que j'aime bien aussi orangé et rouge, parce que j'aime bien aussi les complémentaires. Donc le bleu, orange, je bascule entre les deux. Mais j'essaye de me forcer à sortir un peu de ça Ouais, aussi. mais c'est cool, c'est trop bien. Et en plus, d'ailleurs, je crois que ta maman, elle peint que en... Je sais plus. Non, elle fait en ce moment, ouais, Beaucoup, beaucoup de en ce bleu. moment, elle est à fond bleu, ouais. Mais elle a fait de l'art abstrait. De base, elle a une formation, elle était designer textile. Ok. Donc vraiment hyper carré, surtout à l'époque, il n'y avait pas Photoshop, tout ça, hyper développé. Et en fait, elle en avait trop marre, elle bossait Givenchy, les trucs où tu fais les carrés avec les motifs répétés, ou du coup tu les faisais à la main à l'époque, quoi. Et donc elle a tout lâché pour faire de l'art abstrait quand j'étais petite. Et du coup, j'ai baigné là-dedans. Enfin, la maison, même maintenant, c'est genre un atelier géant où il n'y a pas d'horaire. On vit art, on mange art. Enfin, elle m'emmenait en poussette, en porte-bébé au vernissage. Ça l'arrêtait pas de créer, loin de là. Mais C'est génial. Et tu reproduis un peu ça parce que maintenant tu travailles de chez ouais, toi. c'est ça, ouais. Ouais, bah, j'ai vécu là-dedans. Du coup, c'est un peu ma bulle de confort. Mais c'est vrai que c'est chouette de la voir. Parce que du coup, elle s'exprime vraiment dans de l'art très abstrait, très expressionniste, où elle bosse beaucoup avec la musique, où c'est des traits, vraiment le corps avec la toile, des énormes formats. À ce moment, elle fait 1,55, elle est toute petite et elle fait des toiles énormes, on la voit à peine C'est derrière. génial. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça m'a pas mal inspiré, mais en même temps, ça m'a mis un énorme frein au début où moi, je touche pas à la peinture parce que c'est le truc de ma mère. Ah, Et du coup, j'étais à fond photo, je me dis, c'est mon truc, la photo et tout. En même temps, j'ai toujours aimé gribouiller et en fait, je savais pas comment faire ce que j'aimais parce que j'aimais plein de trucs différents. Et c'est avec le confinement où j'ai commencé, j'avais pas de studio chez moi et j'avais pas de fond studio. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais peindre un fond. J'ai commencé à me prendre en autoportrait dessus parce qu'au début, je faisais tous les maquillages moi-même. Et en fait, le côté de jouer, d'avoir des personnages, du maquillage, de mélanger le cirque, la photo, la peinture, le truc, j'ai fait ah ouais, ça c'est moi. Parce que mm, c'est dur de trouver. Enfin, au début, en plus, ouais. faut acquérir les compétences techniques pour pouvoir avoir ce qu'on a dans la tête. Mais c'est dur d'avoir une photo, de se dire ah ouais, ça c'est moi. Puis Mm. surtout en école, on a des sujets et du coup, c'est pas forcément toi parce que tu as des commandes. Et donc, je m'étais un peu perdue avec les workshops mode et tout, où il fallait faire des trucs un peu commerciaux et j'ai été un peu en crise existentielle en disant mais c'est quoi moi, c'est quoi mon art et c'est quoi moi Ouais, sur c'est une dur photo, de... sur une peinture, c'est quoi mes couleurs et tout. Et du coup j'ai lâché prise par rapport à ça et T'as l'impression que t'as trouvé ton toit là? ouais un peu plus Ouais. déjà. Après il va bouger, évoluer et tout, Mm. mais je suis plus en adéquation avec ça et j'ai pu un peu me dédouaner parce que c'est vrai que quand enfin ta maman c'est déjà son métier, tu sais là son œil direct elle va te dire ah ça va pas sur tel truc et tout. Et là, ça, c'est mon truc, c'est la photo. Ça reste de la photo quand même. Et c'est chouette. Et vous arrivez à changer sur vos heures chacune? Genre, des fois, elle te fait des feedbacks un peu. Ah pas tant que ça en vrai. Parce que du coup, on essaye de pas franchir cette ligne-là justement pour rester libre dans nos créations. Ouais. Ou, enfin, si, on s'entraide quand même. Je lui montre des trucs et tout, mais on va pas trop être dans de la critique ou quoi. C'est plus avec mon frère où je lui demande, parce que mon frère, il est dans le game design. Et lui, il a un Ok. graphisme de dingue. Lui, c'est genre vraiment, il te fait des dessins, tu sais, genre en un trait depuis qu'il est petit, il est vraiment hyper propre, mais lui, il galère en couleur. Donc on Ok. s'entraide vachement là-dessus. Ou quand j'ai des galères de proportions et tout, il va venir, et puis lui, en 2 secondes, il a tout le corps humain dans sa tête en 3D, il va dire, ah non, là, faut que tu passes un peu ça, et machin, et trucs. Et parfois, par contre, quand il a des galères en palette de couleurs, il vient nous voir avec maman, parce que ma mère, pareil, elle a fond couleur, Mm. en disant, mince, qu'est-ce qui... C'est génial, c'est vraiment une petite bulle Ouais. d'entraide et Mm, de mm. bienveillance. Ouais, c'est trop cool. Ouais, ouais. Puis mon papa, il est ingénieur, et du coup, pour le côté game design, tu bosses aussi avec des gens qui codent, donc frère, il a l'aide de ce côté-là. Puis moi, j'avais le truc scientifique quand j'étais en sciences, du coup, c'est un bon. Nous, avec mon frère, on a un peu mélangé des deux. On a le côté un peu scientifique et le côté créa. Alors que nos parents sont très soit science à fond, soit créa à fond. Donc, Moi, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis, dans le sens où, pareil, j'ai commencé, quand j'étais petite, à 6 ans, j'écrivais des histoires. Ensuite, j'ai commencé à dessiner. Ensuite, j'ai commencé à faire de la photo. Ensuite, j'ai commencé à aller au théâtre. Ensuite, machin. Et je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis quand tu dis... moi, ma phrase, un peu, c'était en mode j'ai l'impression d'être amatrice dans tout, mais bonne dans rien, là. Et du coup, à un moment, j'avais l'impression que tout le monde trouvait sa voix et que moi, j'étais genre, mais j'aime tout ça en même temps, je veux tout faire. Et c'est génial aussi quand tu grandis de pouvoir voir que en fait je peux tout réunir et que par exemple pour être professionnel, t'es pas obligé d'avoir fait une discipline toute ta vie et d'être un ou une jeune comme on dit
le mot là, prodige dans Oui, un ouais. truc et qu'en fait, ça peut être ce mélange-là qui fait ta compétence. Maintenant, je trouve que c'est vraiment une force dans ma tête. Je sais pas Bah, si tu ça le se ressens comme nourrit, ça, ouais. mais... Enfin, je trouve que chaque médium que tu fais va nourrir un autre, en fait. Mm. Quand tu vas voir une certaine lumière, ça va t'aider parce que tu l'as fait en peinture et même mes fonds, en fait, moi, c'est un peu de la triche sur certains trucs parce que j'aime beaucoup faire des dégradés de la lumière. La lumière, ça m'obsède. Et du coup, je vais déjà avoir des lumières dans mes fonds avec la peinture et ensuite, j'ai des lumières en plus rajoutées en studio. C'est vrai que parfois, ça peut un peu porter à confusion. On se dit, mais elle vient d'où la lumière, en fait? Mm. Et ça peut jouer là-dessus. Et puis même d'autres médiums que t'aimes moins, en fait, ça va t'aider après pour plus tard. Enfin, moi, j'étais genre, j'ai fait du gâchis de faire une fac de bio, de faire des études scientifiques et tout. Et finalement, bah, ça m'a vachement aidé dès qu'on a commencé les trucs techniques en école par rapport à où je voyais d'autres qui avaient fait plus des trucs littéraires, ils étaient un peu en galère sur certains trucs. Et en fait, ça sert Mm. pour tout. Et cette bulle-là là, que t'avais, tu disais chez toi avec ta mère qui créait tout le temps, machin, tu me disais tout à l'heure que du coup retrouver un chez toi avec le studio chez toi, ça a redébloqué un peu ta créativité. Ouais, Parce j'avais que... trop besoin. Parce que, en fait, en sortant de l'école, tout le monde te dit, ouais, quand t'es créatif, faut vraiment pas que ta vie, ça soit que ça. Il faut que tu aies un lieu de travail, un lieu chez toi et que ça soit séparé, sinon tu travailles tout le temps et tout. Et donc, en fait, en sortant de l'école, j'avais plus de studio et moi, je fais que bosser en studio. Donc, c'était la galère. Et du coup, j'ai trouvé un studio que j'ai loué avec 3 autres photographes. Du coup, on était 3. 2 de l'école que je connaissais et une personne qu'on connaissait pas. Et ça m'a trop aidé. Je regrette pas du tout l'expérience parce que pendant 1 an, j'ai pu créer, j'ai pu commencer enfin, peaufiner mon réseau et tout. C'était trop bien. Mais j'ai vu que, enfin, ça me convenait pas parce que moi, j'ai vraiment besoin d'avoir ma bulle d'inspiration, tous les trucs que j'aime autour de moi et de pouvoir créer sans être stressée de devoir. Parce que moi, je sais que j'en fous partout. Enfin, moi, je peins mon fond, machin, et j'étais avec des photographes qui étaient vraiment mode, enfin, où c'était pas cracra et moi, je suis du genre à déborder cracra. Du coup, j'avais peur de, enfin, et puis c'était pas, et moi je bosse vachement la nuit, et donc je pouvais pas taffer la nuit là-bas, et je pouvais pas, dès que j'avais un moment, je pouvais pas créer, j'étais un peu bloquée, et du coup, enfin moi je peux pas vivre sans créer en fait, genre je peux pas différencier ma vie normale de ma création, parce que si je fais ça en fait je suis triste, enfin, moi si je crée pas je suis triste, donc je peux pas différencier les deux en fait, c'est impossible. Et puis il y avait un truc aussi hyper concret que quand t'es handi et t'as des problèmes de santé, bah devoir te déplacer, même si j'étais genre à un quart d'heure à pied, vraiment c'est pas loin. C'est pour ça quand j'ai voulu arrêter, c'est un peu moi qui en ai parlé aussi. Ils comprenaient pas, tu vois, le fait de vouloir arrêter alors que je suis qu'à un quart d'heure à pied. Mais sauf que quand t'as des handicaps, un quart d'heure à pied, ça peut être compliqué, quoi. Et, euh, et c'est vrai que, enfin, genre moi j'ai la maladie cœliaque, donc quand je fais des crises, genre je mange juste un peu de gluten, c'est 1 mois et demi de douleur où je peux même pas me lever tellement j'ai mal. Enfin, c'est vraiment atroce. Enfin, j'ai les ovaires polykystiques, donc pareil, si j'ai mes règles, si j'ovule, je vais avoir des douleurs atroces. Enfin, donc tout ça l'un dans l'autre, T'avais besoin bah d'avoir cet endroit... ouais, si genre parce que si je suis mal et que genre je peux pas me lever ou quoi, bah j'ai besoin de pouvoir créer. Et c'est vrai que quand t'as une petite santé, enfin moi j'ai souvent des migraines, je fais souvent des malaises, des trucs comme ça, bah c'est bien de se sentir chez soi. Je me dis ok, si je suis un malaise c'est pas grave, genre je m'allonge chez moi, j'ai mes médocs, j'ai tout et je peux quand même créer. Alors que du coup sinon je me disais c'est peut-être pas ouf de me déplacer pour aller là-bas et tout. Et donc je pense que c'est vrai que quand on est en 10, c'est quand même mieux d'avoir son espace de création chez soi. C'est un luxe un peu. C'est un peu ta safe place aussi. Ouais, c'est ça. Puis vu que moi j'aime bien, j'aime pas trop sortir, enfin je me force, je sors quand même, je suis pas tout le temps dans ma grotte. Mais ouais, en fait je me suis octroyé le droit de pas avoir envie de sortir de ma zone de confort. Parce qu'on fait que dire sortez de votre zone de confort, sortez de votre zone de confort, mais à un moment donné, il faut pas se faire du mal non plus, quoi. Ouais, si toi tu te sens bien comme ça et en plus ça te permet de créer comme tu le sens, comme tu C'est le ça, et veux. puis sortir de sa zone de confort, c'est aussi un truc hyper validiste dans le sens, enfin, parfois on peut pas en fait. Concrètement, si je sors de ma zone de confort, si je fais un truc vraiment où je change ma routine et tout, je vais faire une crise autistique en fait. Donc ça sert à rien de sortir de sa zone de confort en fait. Donc, Ouais, puis enfin, les gens ils disent ça pour se sentir mieux, alors que toi c'est comme ça que tu te sens mieux et du coup oui, c'est oui. le Bah après, il y a des principal. gens, ils kiffent le changement et tout, donc c'est parfait, il faut qu'ils sortent de la zone de confort. Mais C'est bien que tu dises que c'est pas fait pour tout le monde ouais, et... bah en fait, c'est ça, quand tu sors de l'école photo, t'es un peu ou n'importe où de tes études, que tu te lances dans la vie active, y a que toi pour gérer ta vie. Du coup, c'est hyper angoissant et tu dois savoir quoi faire. Et Ouais, en fait, faut pas notamment dans forcément des écouter milieux les autres, en fait. Enfin, faut aussi, enfin, faut les écouter, mais faut aussi s'écouter soi. Et c'est vrai qu'après 3 ans où toutes les semaines, t'as des retours sur tes photos, toutes les semaines, on te dit ça va, ça va pas. Et en fait,
tu vois plus ton art en fait. C'est tout le temps les autres qui parlent de ton art H24 et j'ai dû déconstruire ça. Genre vraiment mon book que j'ai présenté à mon diplôme, 6 mois après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça que j'avais envie. Enfin, il y a plein de photos que j'aimais bien, il y en a plein, j'étais, bah, c'est pas ça que j'avais envie de montrer, et c'est parce qu'on m'avait fait que dire, non, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et en fait, en regardant, maintenant, je suis moins, ancrée avec plein de collègues ou quoi, comme à l'école. Je me dis, ah non, mais en fait, je m'en fous que ça soit moins bon. Ça, c'est moi, ça, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de dire. Et j'arrive vachement plus à moins demander d'avis ou demander des avis, mais si au fond de moi j'ai le petit truc qui crépite en me disant non, c'est ça que je dois mettre, je vais écouter même si. Ah, je capte de ouf. C'est hyper compliqué les retours sur un travail artistique, je trouve, parce que ouais, c'est tellement c'est pas comme un truc où tu peux dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est tellement plus. Et ça dépend de l'artiste et de ce qu'il voulait aussi faire que tu les appréhendes comment les retours aujourd'hui, par exemple. Ouais, c'est ça, tu les écoutes, mais tu gardes ta patte. Non, je les écoute, mais que des. Enfin, les gens. En fait, je vais demander de l'avis de certaines personnes. Parce qu'aussi, on se retrouve avec plein d'avis. Surtout, t'es une meuf, tu commences dans la photo, t'es jeune, bah, tu te reprends des avis tout le temps. Enfin, Ouais, vraiment. quand tu veux pas. Non, mais à longueur de journée. Non, mais ce boîtier, c'est pas bien, tel truc, c'est pas bien, tu devrais faire ça comme ça, tu devrais faire ça comme ci. Mais j'en ai rien à foutre, en fait. C'est insupportable, en fait. Et on n'est pas des petites choses fragiles, on a besoin de nous dire quoi. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Et du coup, si je demande quand même des avis parce que je doute tout le temps de ma création, j'ai toujours peur que ça soit nul, je suis toujours dans le stress. Avant un shooting, je suis toujours le ventre noué pendant une semaine, j'ai du mal à dormir tellement je suis stressée parce que je me dis, ça y est, je vais faire une énorme bouse et vu qu'on fait de la photo, tout le monde va voir ça parce que t'as une équipe, t'as des make-up artistes, t'as des stylistes, t'as des modèles. Si tu fais une photo vraiment où t'es pas fier de ta photo, bah tu vas devoir la donner aux autres pour qu'ils la publient, pour qu'ils fassent ça. Donc il y a un truc hyper stressant. Alors que si je fais une toile dégueulasse, bah y a que moi qui la vois, je la poste pas, y a aucun souci, tu vois. Et donc c'est un truc où c'est un peu dur pour moi, je me fais un peu violence de pouvoir faire ça, mais en même temps c'est ma passion et j'adore. Mais je sais pas pourquoi j'ai divagué, je sais plus ce que c'était le sujet de base. Demander l'avis, ouais c'est ça. Mais du coup je demande l'avis parce que je doute de ouf et que j'ai besoin de savoir sur des trucs, est-ce que là... puis en plus parfois on a tellement la tête dans la chromie, dans les trucs qu'on voit plus clair. Et c'est vrai que si les collègues photographes, je demande souvent l'avis. Et c'est cool d'avoir des collègues photographes là-dessus. Mais vu que là, par contre, le dessin, la peinture et tout, c'est plus mon truc à moi. Et si je mets en marché et que ça se vend, tant mieux. J'essaye pas trop parce que je me sens tellement encore vulnérable et fragile là-dessus que c'est un peu mon truc à moi et j'essaye plus d'exprimer mes émotions là-dessus et j'ai pas l'aspiration d'exposer ça ou quoi. Du coup, je demande moins parce qu'il faut d'abord que je me trouve. Je me suis pas encore trouvée en dessin ou quoi. Okay. Mais en photo, ouais, je demande de ouf. Trop cool. Et là, tu disais que tu travailles avec ton équipe. Je pense qu'on va pouvoir commencer à passer à la partie où on parle plus niveau travail, comment dire, business. Structurellement, voilà, business, comment ça marche et tout. Mais là, tu disais que tu travaillais en équipe. Moi, quand on en avait parlé, quand c'était vu la dernière fois, ce que je trouvais assez ouf, c'est ta relation avec ta make-up artiste. Et est-ce que du coup, tu peux nous en parler un peu et nous dire comment ça s'est fait et aujourd'hui, comment vous travaillez ensemble et qui c'est aussi ouais. qui nous a présenté bah déjà, c'est Charlène Torres. Du coup, elle est perruquière, coiffeuse et make-up artiste. Et donc, elle fait elle-même ses perruques, elle maquille, et elle maquille pour l'Opéra de Paris. Elle fait vraiment de maquillage spectacle, elle a fait des trucs incroyables. Et en fait, moi, quand j'étais à l'école, je faisais tout. Donc, ça veut dire que je peignais mes fonds, je fabriquais les décors, je faisais le maquillage, je faisais la photo, je faisais la retouche. J'emmenais les fonds de 3 mètres dans le métro, j'emmenais des vagues et des ailes de fée main dans le métro. Enfin, c'était hyper épuisant. Enfin, je sais pas comment... Enfin, maintenant, je me dis, putain, comment j'ai fait ça, quoi. J'avais vraiment envie. Et que du coup, fallait que je délègue. Enfin, là, j'étais arrivée à un stade où je faisais le stylisme même, je faisais tout, en fait. Et je me suis dit, faut que je délègue. Et c'était hyper dur, j'ai testé plusieurs make-up artistes et tout, et c'était dur parce que dans le milieu de la photo, quand on se donne des contacts de make-up, c'est souvent des make-up mode ou des choses comme ça, où c'est très très beau, hein, ce qu'ils font, mais moi, je veux vraiment qu'on reconnaisse plus la personne, quoi. Et du coup, je trouvais pas trop, et je me suis dit, bah tant pis, je vais continuer à faire moi-même. Enfin, j'ai un peu lâché prise, quoi, là-dessus. Et c'est toujours quand je lâche prise que les trucs viennent. Et j'avais une fille dans ma classe qui faisait des shoots et qui voulait que je pose en tant que modèle. Truc où vraiment je suis pas du tout à l'aise, je le fais jamais, donc je pensais pas le faire, ça me stressait et tout. C'était Christelle. Ah ok, oui, je me souviens. Et du coup, je suis venue, et c'était Charlène qui maquillait. Et donc du coup, on discute et tout, pendant qu'elle me maquille, tout ça. Enfin, le truc vraiment...
Je pensais pas du tout, j'étais stressée, j'avais pas envie de poser, j'étais pas dans le bon mood le matin et tout. Et enfin, ça s'est trop bien passé. Et du coup, on s'est changé nos Insta, et puis bah, sans plus au début, quoi. Puis en rentrant chez nous, on a regardé nos tafs et on s'est dit, waouh, ouais, vraiment. Parce qu'elle, elle cherchait une photographe qui fasse des trucs artistiques, et moi, je cherchais une make-up qui fasse des trucs artistiques, et ça a vraiment matché là-dessus. Et au début, on n'a pas bossé direct en tant que créa, justement. J'avais vu un truc où je shootais de la mode, et du coup, vraiment, enfin, c'était de la shoot mode, pas du tout pour mes trucs perso. Et il demandait une make-up, donc je me suis dit, bah, ça fera une première rencontre et tout. Du coup, on a taffé ensemble parce qu'elle est hyper forte aussi. Enfin, comment elle maquille la peau, c'est un truc de ouf, vraiment. Et elle est très forte dans les trucs pas créa non plus, quoi. Et donc, on s'est rencontrés sur cette prod-là en premier. Et ensuite, j'ai eu un projet perso parce que je bosse beaucoup avec Santiago Vial aussi, qui est styliste, qui fait toutes ses créations. C'est incroyable. Il est styliste, il fait aussi du drag. Et il est trop trop fort. Et pareil, c'était à l'école, on était allé voir les stylistes. Parce que c'est une école où il y a 10 sections différentes. Et ce qui est trop bien, parce que je me suis dit, allez, on délègue le stylisme. Et direct, on a eu le coup de cœur, mais d'un coup, avec Santiago. Et donc, on a mis en place ce projet-là, où j'ai fait un peu bah, le décor, tout ça. Et Santiago était venu avec son histoire, ses costumes. Et donc, on avait travaillé tous les trois, et ça a hyper bien matché. Et moi qui étais hyper stressée, elle a tout de suite compris ça, Charlène, où elle bosse vachement avec des face charts, où elle m'envoyait à l'avance les dessins, elle me disait ce que ça va. En même temps, moi, je respectais le fait qu'elle puisse créer aussi, parce que ça reste là de la collaboration à ce moment-là. Et du coup, ça a bien matché, on a vu vraiment, on était sur la même longueur d'onde. Et donc, plus ça avançait, plus je lâchais prise, où elle me montrait encore avant, mais je faisais des moodboards plus larges, où elle pouvait... Parce qu'au début, j'avais des idées précises quand même de trucs de make-up et tout. Et en fait, on se rendait compte qu'on arrivait avec la... Enfin, genre, il y a un shoot qu'on a fait avec Santiago, parce qu'on a shooté au moins, je sais pas, 6 collections différentes avec Santiago. Et, et genre, j'arrive et le fond que j'avais fait, c'était le make-up qu'elle avait fait sur la modèle. J'avais fait un truc avec un espèce de truc abstrait avec un fil et tout dessus, mais sachant que vraiment, Santiago, il part avec des idées de ouf, tu sais, il nous raconte un conte, tu vois, et donc c'est enfin, on peut s'approprier l'histoire de 50 000 manières. Et la modèle, elle avait ça sur sa tête, tu vois, et on s'est dit, putain, on est vraiment trop connectés. Et maintenant, ça arrive tout le temps où on fait des trucs vachement plus larges et finalement, on a de moins en moins besoin de communiquer, en fait, sur ce qu'on fait. Génial. Parce que, ouais, maintenant, vous travaillez ensemble à long terme avec Ouais, c'est Charlène. ça. Ouais, bah, en fait, je bosse qu'avec elle en make-up artiste, et puis en perruque aussi, parce que du coup, ça, c'est trop bien de pouvoir aussi avoir l'aspect perruque, enfin, elle a tout, quoi. Et ça match trop bien, et quand je shoot avec mes clients, du coup, c'est elle que je propose en make-up artiste et perruquière. Et c'est vraiment cool parce qu'elle, elle est hyper à l'aise avec les gens, enfin, en me maquillant, elle parle beaucoup avec les gens, elle est hyper extravertie et tout. Et moi, où c'est un aspect qui me stresse beaucoup de rencontrer des gens que je connais pas quand je shoot, ça m'enlève une grosse épine du pied où, du coup, elle met bien à l'aise la personne pendant le maquillage. Et moi, j'essaie de discuter et tout aussi, mais genre, j'ai moins la pression de devoir sociabiliser de manière normale et tout. Et puis pareil, vu que je suis hyper étourdie et que j'oublie 50 000 trucs, c'est vraiment une catastrophe. Genre, poser mon appareil, je vais pas savoir où il est, je sais pas où il cache. Après, je vais poser le gaffeur, puis je sais plus où est le gaffeur. Puis j'ai posé la perruque à un endroit, je sais plus où c'est. Et je m'éparpille de partout. Et du coup, Charlène, elle est vraiment derrière moi où c'est vraiment quelqu'un qui est hyper bienveillant et gentil de manière pure, tu vois. Et qui comprend vachement les gens, qui est vachement... au début, elle savait même pas mes diagnostics ou quoi, mais elle a toujours été hyper... c'est comme si elle savait et elle fonctionnait... En fait, elle fonctionne vraiment pour que les gens soient à l'aise, et du coup, ça match hyper bien. Donc, elle est toujours derrière. Rox, t'as posé ton appareil là, fais attention, marche pas dessus en reculant. Rox, il y a tel truc là, machin. Et c'est quelqu'un qui est hyper impliqué, et pendant les shootings, elle va être derrière, elle va être à regarder. J'ai toujours le retour sur mon ordi, comme ça, elle peut regarder les petits cheveux, les petits machins, parce qu'elle est aussi perfectionniste que moi. Du coup, elle est vraiment engagée dans le shoot, c'est pas juste elle maquille, elle est sur son portable et c'est fini. Ouais, puis c'est important d'avoir le côté hyper humain derrière quand tu travailles Ouais, avec ouais. Bah, l'équipe proche, c'est ça. Enfin, ça, j'aimerais bien avoir plus de diversité de modèles, mais en fait, je bosse avec très peu de modèles qui sont des gens que je connais, parce que ça match hyper bien humainement parlant, et il y a vraiment cette bulle quand on travaille ensemble où je bosse surtout avec des comédiennes et des danseuses, et elles comprennent direct. Et, et c'est cool qu'humainement ça marche bien, ça se retranscrit tout le temps sur les photos. Mais j'essaye de sortir un peu de... J'aimerais bien avoir plus de trucs, mais c'est stressant aussi. Ouais, je comprends ce que tu dis parce que c'est hyper important déjà, je trouve que le photographe fasse attention de mettre le ou la modèle à l'aise et tout. Mais le photographe aussi, s'il est pas à l'aise lui ou elle, bah ouais, les photos elles vont s'en ressentir et des fois ça arrive que humainement ça marche pas trop avec quelqu'un et je comprends que quand c'est des projets, en plus ça c'est quand même des projets un peu nounours où Ouais, genre sur tu des les mois, vois quoi. sur longtemps.
que tu sois attaché au fait que... Ouais. C'est pas pareil quand tu bosses avec du particulier ou quoi, des clients, c'est des gens qui ont jamais posé, du coup maintenant je suis habituée, j'ai toujours des moodboards où je leur montre pour leur proposer des poses et tout. Et c'est plus facile parce que c'est vraiment un contexte unique où le client vient, on le poupoune, nous c'est vraiment avec Charlène, on arrive, c'est les deux petites fées, on se maquille, on machin. Et j'aime bien être vraiment dans un petit comité, quand il y a trop de monde, j'arrive pas à me concentrer, c'est horrible, il y a trop de bruit, trop de trucs. Du coup je suis vraiment en petit comité, ça m'aide bien. Mais ouais. Du coup, par exemple, là, tu nous as parlé de tes shoots avec Charlène. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, là, aujourd'hui, dans ton métier, c'est quoi tes différents moyens de rémunération? Genre, du coup, tu fais des shootings déjà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Ouais. En fait, je fais plein de trucs parce que j'ai essayé différents trucs et moi, j'arrive pas à me poser dans un seul. J'aime bien faire plein de trucs différents. Parce qu'en sortant de l'école, je faisais un mi-temps en graphiste. Alors, je suis pas du tout graphiste de base, mais je faisais ça et je faisais vachement d'assistanat studio. C'est où, du coup, t'es assis sur des plateaux et tout. Et en fait, moi, ça s'est pas du tout bien passé pour moi. Genre, bosser en open space dans une entreprise et tout, c'est horrible. Du coup, je me suis mis en freelance. J'avais déjà le freelance à côté en plus, mais là, je me suis mis en full freelance. C'est vachement plus précaire, mais ça me convient mieux. T'es en auto-entreprise Je suis en photographe artisan. Ok. Ouais, en auto-entreprise. J'ai pas fait auteur parce que du coup, je bosse qu'avec des particuliers, quasiment. Au début, j'ai hésité et tout. Et en fait, je savais pas si j'allais bosser avec des particuliers ou pas. Je savais pas trop quand. Parce qu'en fait, en école, ils dénigrent un peu. Pour eux, c'est la photo. La photo artisanat, c'est vraiment. Tu bosses avec les particuliers. Pour eux, c'est du mariage, de la photo pas créa. Mais en fait, tu peux faire de la créa avec des particuliers. Vous avez eu des cours un peu de droit et tout? Ouais, on a vu des cours de droit. Du coup, ils montraient les différents statuts. Oui, et on avait eu un avocat qui était venu. Et justement, il expliquait quand on vendait, si c'était des droits, fallait vraiment que ce soit des œuvres quand t'exposes et tu sais tes droits et tout. Et que tu pouvais pas faire à l'époque, je crois que ça a changé un peu, mais à l'époque, tu pouvais faire que tant de tirages signés, tu vois, quand t'étais en artiste-auteur. Et du coup, moi, en entreprise, j'ai aussi envie de faire du sticker, du marque-page, que tout le monde puisse s'acheter de l'art. J'ai aussi des prints et des trucs uniques et tout, mais je voulais avoir de tout. Donc je me suis dit, comme ça, je pourrais vendre de tout. Après, il y a des gros frais, et ça, les gens se rendent pas forcément compte. Faut expliquer aussi aux clients que oui, ton shooting il est peut-être cher, mais il y a 20% que je ne touche même pas et que je ne vois même pas. Ça passe direct à l'URSSAF, quoi. Donc, Parce que ouais, là, du coup, toi, t'as des formules studio, surtout, pour niveau photoshoot. Ouais, c'est ça. Où c'est de la créa, et le but, c'est vraiment de créer son personnage. En fait, au fur et à mesure, avec les années, j'ai chiné, parce que j'essaye vraiment d'être le plus éco-responsable possible dans ma création. Où tous mes fonds, c'est des vieux draps que je chine, que je repeins ensuite. Quand je vends mes photos, c'est dans des cadres que je chine et que je retape. Enfin, c'est pas du neuf, quoi. Et du coup, tous mes costumes, c'est des trucs que je chine à droite à gauche, que je retape et tout. Ou sinon, il y a aussi Santiago qui propose à la location ses créations. Du coup, j'ai inclus Santiago et Charlène après. Charlène propose ses prestations en tant que make-up et perruquière. Et moi, ensuite, le but, c'est de créer son personnage. Donc, j'ai presque une dizaine de fonds peints avec des couleurs complètement différentes. Donc, la personne choisit son fond peint, choisit sa tenue, choisit son make-up avec Charlène. Il y a une option plus soft, comme on fait moins nous dans nos trucs créa, mais pour des gens qui auraient comme envie de se reconnaître sur la photo, quoi. Et ensuite, du coup, ouais, il y a le shooting. Et donc j'ai différents formules. La photographie nulle, je sais plus le mot formule. Du coup, j'ai différentes formules. La première, je crois, elle commence à 2 photos, 4 photos, 6 photos. Parce que du coup, vu que je retouche beaucoup et que c'est beaucoup de taf et que c'est vraiment de la photo plus artistique. Mais tu peux pas en toucher 15, quoi. C'est ça. Et puis, c'est pas le concept. J'aime bien avoir des poses vraiment... un truc qui soit assez pictural. Et du coup, je commence à 2 photos pour les gens qui ont un plus petit budget. Et ensuite, ça monte. Mais du coup, avec la formule de base, il y a tout à part le make-up. Donc, faut se maquiller. Et si on veut du make-up, il y a Charlène. Et si on veut une tenue vraiment de créateur, il y a Santiago. Mais sinon, de base, on peut partir... ma première, elle est à 150, où tu peux avoir 2 photos. Et du coup, vraiment, c'est la première formule pour pouvoir s'offrir un truc si t'as pas forcément le budget. Mais c'est pas forcément celle qui se vend le plus, finalement, parce que les gens, quand ils viennent, ils veulent... Je pense qu'ils économisent et ils se lâchent et ils se disent, bon, là, je veux le make-up, la perruque, je veux tout. Et ça t'a pris du temps de trouver un petit peu les formules que tu voulais et tout? Parce que, enfin, moi, je sais que je trouvais ça hyper compliqué, que ce soit déjà de budgétiser et même de savoir quoi mettre dedans, parce que moi aussi, c'est des portraits plutôt artistiques. Mais du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je mets dedans? Comment je... En vrai, c'est venu assez naturellement. C'est juste les prix où j'ai un peu galéré. Parce que c'est dur parce que moi, ce que je fais, je suis obligée que ça soit cher.
Sauf que vu que j'utilise du particulier, c'est un peu compliqué. Donc il y a le truc où je sais que c'est pas très cher mes prix en vrai. Mais pour les particuliers, ils ont tendance à faire waouh, c'est un peu cher, tu vois. Mais les gens comprennent quand tu leur expliques, enfin, ou t'as des réticences? Non, j'ai jamais en face de moi des gens qui disent que c'est trop cher ou quoi. Parce que généralement, les gens, quand ils viennent. Vu qu'en fait, moi, j'ai pas envie que ce soit gênant. Enfin, moi, j'aime pas les implicites. Je comprends jamais les implicites quand les gens ils font des trucs. Donc, tout est clair. Moi, il y a mon site, il y a les prix. Je mets mes prix sur Insta. Les prix sont affichés partout. Comme ça, si les gens ils viennent, c'est qu'ils savent mes prix. Et du coup, ils vont me demander un shooting. Et donc, je me tape pas les DM. C'est quoi tes shoots? Et là, je dis prix. Ils font ah, mais c'est hyper cher. J'en avais marre. Du coup, Je comprends bien. du coup, j'ai tout mis explicite et du coup, j'ai pas ça. Mais en fait, c'est venu naturellement parce que je me suis dit, j'ai pas envie de refaire tout le temps les mêmes créations. Par exemple, je sais pas, tu vois, faire un shoot sirène et que les gens ils viennent et ce soit le même make-up, le même fond, le même truc. Et vu que j'ai plein de costumes, en fait, j'avais envie qu'un peu les gens ils choisissent et que ça soit la personne. Puis, en plus, souvent, les gens qui me réservent des shoots, c'est des gens un peu barrés aussi. Donc, ils sont soit costumiers, soit machin. Donc, ils emmènent leur projet aussi. Puis, on met nos projets ensemble. Donc, la formule est venue assez naturellement. Au début, je crois que j'avais pas inclus les duos parce que j'adore shooter des duos. Je fais souvent solo ou duo. Du coup, après, j'ai inclus. Et puis après, ça s'est peaufiné, quoi. Je me suis dit, je vais demander à Jason Fego s'il veut faire ça et tout. Mais ouais. Et sinon, je fais aussi de l'événementiel, en fait. Mais ça, je le poste pas sur Insta. Oui, c'est vrai, ouais. Parce qu'en fait, j'ai kiffé le reportage à l'école. Je me suis rendu compte que c'était trop bien. Et ça me permet un peu de lâcher prise, de devoir capter l'instant. Et moi, j'aime pas... Enfin, je suis assez discrète et tout. Et j'aime bien être dans mon coin et voir un truc qui me plaît, qui a de la poésie et tout, et le capturer. Du coup, ça me donne un peu une excuse pour pas trop parler et me faufiler et tout. Et j'aime bien. Et du coup, je fais ça aussi. C'est sur mon site. Mais je le promouvois pas vraiment sur mon Insta. Sinon, c'est vraiment trop le bordel. Déjà que je fais genre 50 médiums différents. L'événementiel culturel, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Surtout du spectacle. Ça me plaît trop. Je fais surtout du spectacle. Et aussi pour les artistes. C'est souvent, ils ont besoin de photos pour leur site. Ou même les mannequins aussi pour des polars. Faudrait trop que t'ailles shooter dans un cirque. Ouais, ça serait trop bien. Ouais, ça me plairait trop. Genre. C'est ça. Non, j'ai pas fait cirque encore. J'ai fait drague, je fais pas mal, ça me plaît bien. J'ai fait tout ce qui est burlesque et feuillage et tout aussi. J'ai fait concert classique et ouais, j'ai pas fait encore cirque. Ça me plairait bien. Et théâtre aussi, ça serait cool. Mais le truc, c'est qu'avec le bruit de l'appareil, ça me stresse. Ouais. Faudrait que j'ai un hybride qui ait pas de bruit. Mais il y a des silencieux au cinéma, mais c'est des boîtes énormes. Mais maintenant, avec les nouveaux, il y en a, ils font pas trop de bruit, les hybrides et tout. Mais moi, j'ai un vieux réflexe. Du coup, ouais, c'est ça, faut changer tout ton appareil. Juste pour ça. Du coup, je fais aussi les marchés de créateurs, où c'est une énorme partie de mon métier. Où je fais expo et marché de créatrices. Et ça, j'en fais plusieurs par mois. Et où du coup, je vends mes photos, plein de trucs, mes dessins, en forme de stickers dans des cadres chinés, des tote bags, des trucs que je couds, il y a plein de choses. J'ai aussi une boutique Etsy et je fais aussi des ventes via Insta aussi. Mais Etsy, ça me permet que les gens regardent et tout. Je fais tout ça, je fais toujours de l'assistanat studio de temps en temps aussi, selon les fins de mois. Enfin, je fais plein de trucs. Ouais, t'as des moyens de rémunération assez... Ouais, hyper diversifiés. J'essaye de plus en plus d'avoir des trucs où j'ai pas besoin de travailler. Je sais plus le terme. Des revenus passifs. Oui, voilà, passifs. Parce que tous les tirages, une fois que j'ai fait les photos, après, bah, il y a des photos, ça fait 3 ans que je les ai faites et je les vends encore, quoi. Donc, j'essaye un peu plus d'avoir ça, comme ça me stresse un petit peu moins. Oui, ça t'apporte un peu une base chaque mois. Ouais, c'est ça. Mais avant, ça m'aidait quand même d'avoir mon mi-temps et tout, pour pouvoir en vivre à fond, quoi. C'était quand même une grosse aide. Mais là, ce qui m'aide, c'est que du coup, j'ai arrêté mon mi-temps au moment en fait où j'ai eu ce que je suis à la MDPH, du coup, vu que j'ai des handicaps qui sont reconnus. Et du coup, j'ai la hache, donc en fait, les mois où je vais avoir une crise, bah, j'ai de l'argent en fait. Donc c'est trop bien. Parce que quand on est handicapé et qu'on est freelance, bah, t'as une crise, t'es malade, t'as pas de sous en fait. T'as pas de chômage, t'as pas de sous, t'as pas de vacances, t'as pas de retraite, t'as que dalle. Et ça te donne une sorte d'arrêt maladie en gros? Non, en fait, en gros, c'est un truc que t'as chaque mois, sauf que c'est calculé selon tes revenus. Donc en fait, ça peut varier. Si tu gagnes bien ta vie un mois, tu touches pas de hache par exemple. Mais en fait, ce qui est trop bien, c'est que bah, les mois où tu peux moins travailler, bah, c'est pas énorme, ça te permet pas de survivre non plus, mais ça te fait ce que je gagnais en mi-temps en fait. Du coup, c'est assez cool
ça m'a permis d'arrêter un militant qui me mettait en burn-out complet, quoi, en fait. Et pour la voir, c'est par quelle structure si C'est jamais il y a quelqu'un qui ouais, voudrait... c'est hyper complexe. Et vraiment, s'il y a des gens qui écoutent, qui sont concernés, faites ça, mais quand vous faites vos études, faites-le vraiment en amont. Et même si vous dites, ah, je suis pas assez handicapée, je suis pas légitime pour le faire, faites-le. Enfin, au pire, vous le touchez pas, mais parce que le dossier, moi, ça a pris plus d'1 an avant d'avoir ma réponse. Donc si t'es précaire, t'attends de mourir 6 fois avant d'avoir ta réponse de la MDPH. Parce que du coup, c'est la maison des personnes handicapées, c'est la MDPH. Et du coup, c'est un dossier énorme à monter. On a très peu d'informations. Quand t'es tout seul, c'est hyper complexe à faire. C'est pour ça les gens qui disent les gens qui touchent les aides, ils foutent rien et tout. MDR. Tu fais Vraiment, rien que pour ça, j'ai dû me battre pendant 1 an parce que t'as un dossier énorme à faire, que tu dois avoir tes diagnostics, des lettres des professionnels de santé, etc. Et du coup, moi, ça a été un procédé énorme, que j'avais été prédiag par mes psys. En fait, j'ai vu une psy pour la première fois quand j'avais 16 ans. Qui, du coup, parce que c'est quand... Non, j'avais 17, c'est quand j'étais en fac de bio. C'est du coup, j'ai fait un énorme burn-out où tout a lâché, quoi. Parce que moi, quand j'étais petite, je parlais pas vraiment et tout. Ça se voyait plus que j'étais autiste, mais on n'en parlait pas vraiment parce que mon frère est TDAH, où ça se voit beaucoup, qui a été diag genre à 2 ans, qui pouvait pas être à l'école parce qu'il pouvait pas s'asseoir, fallait qu'il aille en centre quelques fois par semaine et tout. Donc moi je me suis effacée à côté où je voulais pas voir de psy parce que je voyais mon frère qui allait voir psychomotricien, psy, qui avait plein de suivis toutes les semaines. Et genre les professionnels de santé faisaient à ma mère, ce serait bien qu'on la voie elle aussi. Et genre ce que je refusais, genre plusieurs fois on m'a emmenée, je ne parlais pas de la séance, donc c'était genre c'est pas possible quoi. Et du coup là j'étais tellement en gros burn-out que tout a rechuté, j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à me... Enfin vraiment j'ai régressé complètement autistiquement parlant. Et du coup elle m'a parlé de ça. Et genre quand on m'a parlé, j'étais genre je me suis complètement braquée en disant bah non, l'autisme que je vois c'est pas ça, enfin je peux pas être autiste. Genre j'ai arrêté de l'avoir 6 mois, j'ai fait full recherche, j'étais Ah, t'as fait du rejet un peu. ouais, et j'ai fait plein de recherches et je me suis dit ah ouais effectivement c'est vrai que c'est peut-être pas faux. Et parce qu'en fait moi vu que c'est héréditaire, en fait j'ai plein de gens dans ma famille et ça se présente de manière hyper différente. Et du coup j'ai des cousins où ça se voit beaucoup plus et j'étais genre bah non c'est pas moi, c'est pas possible. Et toutes les filles qui l'avaient bien évidemment n'étaient pas diagnostiquées dans la famille. Donc c'est des recherches ou des diags qui sont faits sur des petits garçons. Déjà adultes c'est hyper dur d'avoir un diag. Et quand t'es une fille c'était pire. Tu veux dire la recherche elle a été Ouais, c'est surtout fait sur des petits garçons quoi. Même quand tu parles d'autisme et tout, les groupes, les machins, c'est que des enfants. Ils te parlent que d'enfants. Enfin moi, les TDAH ils te parlent que d'enfants. La Ritaline, moi quand je cherchais ma Ritaline, 1 fois sur 2, les pharmaciens ils me font c'est pour votre fils. Non, c'est pour moi. Je sais que... Et du coup c'était galère. Et donc elle m'avait parlé de ça. Et après, je l'ai intégré, on a travaillé dessus. Ça fait genre, je suis en thérapie depuis 17 ans avec cette dame qui est vraiment Dieu sur terre. Enfin, sans elle, je sais pas où je serais. Et en fait, du coup, pour la MDPH, j'ai décidé d'avoir un diag officiel. Je me suis dit, ça m'aiderait peut-être plus pour avoir l'AH. Et du coup, je suis allée voir un psychiatre qui m'a conseillé, qui bossait au centre ressources autisme. Donc, du coup, j'ai pu avoir un diag gratuit, qui s'est fait plutôt rapidement. J'ai eu beaucoup de chance, parce que normalement, les centres ressources autisme, t'attends des plombs. Et qui du coup au bout de 2 minutes du coup ça avait rien parce que fallait que ça soit enfin que je vienne et qu'il puisse juger. Au bout de 2 minutes il m'a reparlé d'autisme, mais il m'a surtout dit et tu connais le TDAH parce que il y a ça en plus qu'on n'avait pas du tout abordé avant, parce que quand je suis venue le voir c'est que j'avais fait une grosse dépression et j'étais en état anxieux énorme, et en fait on pensait juste que j'étais autiste et que je faisais des dépressions et que j'avais des troubles anxieux, tu vois. Et en fait il m'a dit mais en fait c'est ton TDAH en fait, enfin quand t'as un TDAH qui te fait aller dans tous les sens alors que t'as besoin de routine avec ton autisme, oui, tu vas te créer de l'anxiété, effectivement. Il va y avoir un problème. C'est des comorbidités que beaucoup de gens ont. Enfin, c'est un pourcentage énorme. D'avoir les deux, c'est vraiment commun. Mais c'est juste que du coup, il m'a parlé de ça et j'étais en mode, ah, ok. Et du coup, j'ai eu ce diag-là et je l'ai mis dans mon dossier avec le truc de la psy, le truc du médecin parce que j'ai aussi des problèmes de corps, quoi. Genre cœliaque et tout, les trucs comme ça. Et du coup, ça m'a vachement aidé parce que même au niveau corporel, bah, il me disait tous ces patients, il y en a plein qui digèrent pas le gluten. Ah, personne t'en parle, que la plupart des gens autistes digèrent pas le gluten. T'as plein de gens autistes qui ont mal au ventre, ils savent pas, tu vois. C'est trop bête, plein de trucs comme ça. Et du coup, ouais, j'ai fait ça. Et au bout d'1 an, j'ai une réponse. Après, après, faut que la MDPH, ça dépend de la CAF, des envois à la CAF pour que tu touches ton aide. Parce que du coup, de la transmission de données, moi, j'avais déménagé de Paris à Saint-Denis, donc j'ai dû changer de CAF, bref. Gros bordel. Donc, faut que tu te battes pour ensuite avoir ton aide. Donc, c'est ça. Et si t'es en plus en couple, c'est calculé avec les revenus de ton conjoint ou ta conjointe. Okay. Donc, si ton conjoint ou ta conjointe gagne bien, tu n'as pas d'AH.
Mais ça, c'est quand t'es mariée Non, ou non, juste couple? tu vis avec. Et si t'es juste en coloc avec quelqu'un? Si t'es en coloc, ouais, mais faut surtout pas du coup que tu te déclares en tant que Ouais. concubinage ou quoi. Mais même si t'es en C'est coloc fou. et que t'es vraiment en couple, je sais pas trop comment ça peut Et se du coup, passer pour si... l'indépendance Ah bah de t'en as la pas, personne, c'est pour ça qu'il y a plein de femmes battues dans les personnes handicapées en fait. Elles peuvent pas se barrer, enfin sinon elles ont plus... Enfin, elles ont pas d'argent quoi, parce qu'elles touchent pas... Donc c'est vraiment horrible quoi. Enfin ça a été voté, donc c'était en novembre dernier je crois, pour la déconjugalisation. Mais c'est toujours pas effectif, c'est effectif en octobre. Ok. Voilà, mais... Bah, c'est important que ça ait Ah oui, été le cas, ouais. bah ouais, c'est... Je comprends pas, je comprends pas fou. comment ça peut être mis en place. Enfin, c'est-à-dire Mais que ils doivent dépendre en fait de la personne à quitter. Enfin... bah, en vrai, merci parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent même pas que ça existe. Ouais, non, C'est non, c'est fou. vrai. C'est comme la Personne plupart n'en des parle. aides. Il y a plein de gens qui sont pas au courant des aides qu'ils peuvent avoir. Bah ouais, moi Et c'est comme ça en que j'ai plus, loupé comment y l'acre accéder. justement quand Ah bah voilà. je savais pas quand je me suis inscrite dans notre entreprise et après c'est trop tard. C'est genre un mois après ta création d'entreprise, je Ouais, crois, je savais max. pas. Et sur, du coup, pour revenir un peu au côté, par exemple, métier, et tu me disais que tes 2 autres sources, c'était Etsy et les marchés de Sur tous les créatrices. marchés en vrai. Sur tous les marchés, c'est ça Ouais. qui marche le mieux pour toi? Ouais, moi je suis plus en... Enfin, tout ce qui est marché de créatrice, j'en fais genre... Ça dépend des périodes, Noël et l'été, là, genre, tout ce qui est avec, au moment de la Pride et tout, là, j'en faisais vraiment tous les week-ends. Mais j'en fais vraiment régulièrement et c'est ce qui fonctionne le plus parce que t'as tes clients d'Insta et tout, mais t'as plein de gens qui te connaissent pas. Et c'est des gens qui viennent généralement parce qu'ils aiment bien les créatrices, c'est pour ça qu'ils viennent en marché, donc ils te découvrent et ça m'a... Enfin moi, c'est ce qui fonctionne le plus. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça marche? Déjà, comment tu trouves un marché? Ouais, ça c'est hyper galère quand j'ai commencé. Pareil, il n'y a pas du tout de site internet avec écrit les marchés à Paris, voilà. Du coup, j'ai vraiment fait. T'as l'impression que tu perds ton temps. En plus, tu passes des journées à chercher sur internet et t'as vraiment l'impression de perdre ton temps, mais en fait, c'est pas du tout du temps perdu. Au début, je testais tout. Du coup, parce que je connaissais pas ma cible client, je connaissais pas enfin ce que je vendais, ça allait toucher qui. Enfin, du coup, j'ai fait plein de trucs différents. J'ai fait des petits marchés de Noël. Genre normaux, les marchés de la ville. J'ai fait plein de marchés queer aussi, parce que du coup, c'est plus ma communauté et tout, pour voir. J'ai fait des marchés d'artistes, pour voir aussi comment ça marchait. J'ai fait des expos, où du coup, c'est encore un autre truc. Et j'ai fait des conventions aussi, pour tester plein de trucs. Et je cherchais en tapant marché créateur Paris dans Instagram avec les hashtags, appel à candidature Paris, machin, groupe Facebook, enfin plein de trucs comme ça où je fouillais. Et en fait, après, plus on en fait, plus du coup tu rencontres d'autres artistes, t'en parles, on se conseille les marchés qui sont sympas, qui sont safe et tout. Et c'est comme ça que, enfin après tu vois tes amis qui font tel marché, tu te dis ah tiens je vais aller voir, et puis après ça se débloque en fait. Mais c'est vrai qu'au début pour rentrer dedans c'est un monde un peu fermé, je trouve. Et les gérants d'un marché, ça peut être autant une asso, Ça peut être plein de trucs. Maintenant je trouve que c'est vrai, on en parlait entre nous, ça dérive de plus en plus où les stands sont vraiment extrêmement chers et où les gens n'ont pas forcément reconnaissance de notre travail parce que les gens se rendent pas compte que c'est épuisant un marché pour un créateur. Tu viens, t'amènes tout ton matos, si t'as pas de voiture ou quoi, c'est hyper... Au début, je faisais tout en métro, enfin, mais horrible. T'amènes ta nappe, ta machin, enfin, t'essayes d'appeler des potes et tout, surtout si t'as pas de table. Maintenant, généralement, il y a tout le temps des tables quand t'as des marchés. Pour les gens qui connaissent pas, ouais, c'est ça, un stand, c'est une table où tu vas la décorer avec un c'est peu ça. tout ton univers et tu ramènes tous tes produits. Et puis, c'est hyper important de... Enfin, moi, j'ai upgradé mon stand à chaque fois, mais on se rend pas compte à quel point la disposition des objets, ça peut vraiment jouer d'avoir un stand un peu plus à la verticale pour que les gens ils te voient de loin. Mais du coup, pour ça, faut que tu fasses quoi? Que t'emmènes des boîtes, des machins, pour surélever les trucs. En plus que t'investisses à chaque fois, on se rend pas compte, mais Que juste t'achètes un des truc pour tenir des chevalets, tirages pour tenir droits. des... C'est pour tenir des cadres. Même que t'aies des jolies petites coupelles pour mettre tel truc. Donc t'as du verre à emmener, c'est chiant le verre à emmener. T'as les cadres, c'est hyper chiant, t'as des vides, t'as peur de les péter. Donc tu les bulles, t'as toutes les caisses où il y a les tirages, les gens se rendent pas compte, c'est quand tu fouilles les tirages, bah tu dois emmener les caisses avec. Tu dois essayer de penser si t'as pas de lumière à emmener de la lumière pour qu'il y ait un peu de lumière sur ton stand, donc t'as une lampe en plus à emmener. Et en fait t'installes tout ça, ça te prend au moins 2 heures le matin à installer, puis après tu le désinstalles le soir parce que généralement tu dois le mettre dans une pièce pour que ça soit safe, souvent c'est sur 2 jours. Tu réinstalles le dimanche matin, ensuite enfin c'est physiquement épuisant, et puis tu parles toute la journée.
t'es toute la journée debout avec des gens et tout. Moi, ça me plaît trop, mais c'est que c'est fatigant et que les gens se rendent pas forcément compte. Ou parfois, t'as des events, c'est genre DJ set, wouhou, ça va être trop fun, super bien. Et il y a pas tant de com que ça, ou les stands sont genre hyper chers. Et donc ça dépend des lieux. Il y a des gens qui respectent vraiment bien. Enfin, moi, le marché qui est vraiment le plus bénéfique pour moi, c'est le marché Drag and Queer avec leur version hiver où ils font le Winter Market et l'été le marché drag. Ou Ghost Electra qui est une drague mais adorable et qui adore l'art, qui adore les artistes. Et on se sent vraiment entendu là-dessus. Enfin, même elle vient nous voir parfois en disant ça va, ça se passe bien, les ventes et tout. Et on a des stands cool. Moi, elle sait que j'accroche tout le temps mes cadres et tout. Donc souvent, elle se débrouille pour me mettre un stand où j'ai un mur pour pouvoir mettre mes cadres, trucs comme ça. Et elle fait une com d'enfer, donc il y a toujours plein de monde. Donc on vend tous bien. Et ça, c'est des week-ends où on est content après, quoi. Mais les gens, les organisateurs, les organisatrices sont pas forcément tous investis au même niveau. Donc faut voir où tu... Parce que parfois, il y a des stands qui sont chers, mais ça vaut le coup parce qu'il y a du monde, que c'est bien organisé. Donc après, c'est dur aussi parce que quand t'es précaire, tu te dis ah non, je vais pas payer un stand 250 balles, ça craint. Sauf qu'en fait, si tu vends 1000 balles, bah c'est super. Et que tu peux prendre un stand à 25 balles, mais il y aura personne, et que du coup, tu feras encore moins d'argent que si t'avais pris un stand à 200 balles, tu vois. Du coup, faut tester et faut accepter que tu vas échouer à certains trucs, quoi. Que parfois, ça va moins bien se passer et que t'es dégoûté parce que t'as passé 2 semaines à faire du stock, qu'il y a eu personne, que t'es fatigué, que t'as installé pour rien. Mais c'est comme ça qu'après, les années d'après, tu choisis les bons marchés. Mais c'est vrai que c'est dur. Bah même, j'ai l'impression que c'est dur aussi financièrement parce que rien qu'au-delà du marché, juste déjà tes créations de base, ça va te coûter une blinde entre tous les matériaux dont tu as besoin et tout. Plus en énergie. Et en plus sur le marché, t'as aussi le prix du stand. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est pas mal comment tu gères ton stock. Parce que ça coûte super cher, surtout les tirages à Picto, par exemple. Si tu veux des tirages fine art, c'est vite, on se rend pas compte, mais plusieurs euros le tirage. Voilà, même dizaines en d'euros. voilà, ça c'est pour les petits formats. Alors, financièrement, comment tu arrives à trouver ton équilibre? Je parle en investissement. Bah, c'est clair que tu peux pas avoir des nouveautés à chaque marché. Moi, parfois, je me dis, ah merde, du coup, les gens qui me suivent, bah, ils vont être un peu déçus s'ils viennent et qu'il y a pas des nouveautés et tout, mais tu peux pas. Enfin, moi, il y a des périodes où. Enfin, là, par exemple, j'ai fait plein de marchés juin-juillet pour pouvoir juste me permettre de pas taffer en août, même pas partir en vacances, juste pas taffer. Et là, je sais que du coup, financièrement, c'est plus chaud. Et là, les marchés, je me suis inscrite à moins que d'habitude. Et je sais que c'est con parce que du coup, je vais moins gagner. Mais c'est juste que là, financièrement, je peux pas débourser 200 balles chaque week-end en amont parce que du coup, tu dois payer en amont. Après, il y en a où tu payes sur place. Là, du coup, je me suis inscrite à plusieurs où je dois payer sur place. Donc c'est cool parce que tu sais que dans la journée, tu vas rentabiliser ton stand. Donc t'as pas d'investissement en amont à faire. Mais pardon. Mais les tirages, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. En fait, j'ai un book quand sur place avec les tirages fine art, comme ça les gens ils peuvent voir à quoi ça ressemble. Et avant, je faisais vraiment quasiment aucun stock sur place, mais je me suis rendu compte que quand les gens ils peuvent fouiller dans les caisses, ça se vend plus. Parce que du coup, il y a quelqu'un qui peut être en train de regarder le book et quelqu'un d'autre qui fouille. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, parfois il y a vraiment genre 15 personnes sur ton stand et il y a pas la place sur ton stand. Donc faut essayer d'avoir plusieurs trucs un peu interactifs sur ton stand, les stickers, les machins. Maintenant, vu que je vois que ça se vend plus, j'ai pris un peu plus de stock. Mais il y a des tirages que j'ai pas en print là-dessus. Et en fait, j'ai des petits formulaires que je remplis. Et s'il y a quelqu'un qui a un coup de cœur sur un truc du book, et en fait, avec Picto, il l'envoie sous 2 jours chez la personne. Et du coup, comme ça, on a chacun un exemplaire pour montrer que, genre, je suis pas une personne malveillante qui va pas envoyer le tirage ou quoi. Et donc, en fait, j'ai pas mal de ventes qui se font comme ça, de gens en fait qui ont un coup de cœur et qui l'achètent sur place. Paye sur place sur mon stand. C'est un formulaire officiel de Picto, c'est ça? Non, c'est moi qui l'ai toi. fait. Je l'ai fait pour rassurer les gens. Okay. Mais du coup, je dis oui, tel tirage a été acheté, blablabla. Ça sera envoyé sous un peu un contrat en fait. Et comme ça, après, quand je rentre le dimanche soir, j'envoie à Picto, hop, et eux, je mets juste l'adresse, ils envoient direct aux gens. Ou s'il me reste du stock, c'est moi qui envoie des trucs où je me rends compte chez moi, j'avais des tirages qui traînaient ou quoi. Mais c'est vrai que tu peux pas imprimer 100 tirages pour faire du stock quand tu démarres, quoi. C'est impossible. Et du coup, l'aspect compta, tu l'as apprise un peu toute seule? Tu l'as appris toute seule? Ouais. Après, moi, je suis assez scientifique, justement, et j'aime bien quand c'est organisé, les trucs et tout. Du coup, je fais bien les trucs au fur et à mesure. J'aime bien calculer et tout. J'ai des petits tableaux Excel pour voir, parce que pareil, les pourcentages entre
Par exemple, Etsy, c'est un gouffre, t'es obligé d'augmenter tes prix et d'avoir des... C'est pour ça que les gens ils disent, ah, sur Etsy, les créateurs, ils mettent des trucs hyper chers. Mais en fait, les pourcentages sont énormes et c'est hyper dur à calculer. Parce que t'as un pourcentage pour tel truc, après ils prennent un pourcentage sur le tout avec, tu sais, les frais de port, machin. Donc en fait, il faut calculer tout ça, plus les 20%, enfin, plus les 10% quand c'est de la vente de l'URSSAF. Et donc, il faut que tu calcules tes prix par rapport à ça. Et ouais, ça, j'ai tout fait toute seule là-dessus. Et puis, du coup, bah, au début, j'essayais, j'avais pas beaucoup de stock et j'imprimais mes stickers chez moi. Je les découpe avec mes petits ciseaux de couturière, je fais toujours ça. Au début, je faisais ça parce que j'avais trouvé un papier trop bien, que j'adorais. Et puis, ils ont dû changer la formule à un moment donné. On s'est concerté avec d'autres artistes et tout. Les stickers étaient, tu sais, ils vieillissaient mal, ça bavait et tout, alors que ça faisait 2 ans que je les utilisais et qu'ils étaient parfaits. Et là, t'es en mode, putain, j'ai fait tant de stock en avance et je vais devoir les jeter. J'ai passé des heures à tout découper parce que bah, tu peux pas donner des stickers qui vont dans 2 semaines être pourris, quoi. Et donc, j'étais passée au site internet où tu commandes tes stickers. Sauf que là, bah, c'est stressant parce que tu te dis, je vais pas commander 50 trucs parce que plus tu commandes, moins c'est cher. Et si tu commandes 50 d'un truc qui va pas se vendre, tu sais pas si ça va se vendre ou pas tant que t'as pas fait de marché avec les clients. Donc, c'est un peu stressant. C'est beaucoup d'essais. Ouais, donc là, je suis repassée cet été. J'ai investi dans une imprimante. Après 1001 recherches, parce que tu te dis, est-ce que je prends de l'encre pigmentaire pour faire même mes tirages fine art? Sauf que de l'encre pigmentaire, c'est hyper cher. Les imprimantes sont hyper chères. Les imprimantes qui font de l'encre pigmentaire pas chère, c'est pas une bonne résolution. Les cartouches, elles te font 3 tirages et il faut l'en C'est racheter. ça. Donc c'est hyper galère. Donc j'ai fait le compromis où je reste chez Picto pour mes tirages fine art parce que je veux pas vendre mes photos pas belles. Enfin, du coup, c'est un certain prix mes tirages par rapport à ce que je fais à côté. Mais je peux pas faire de concession là-dessus parce que ça me coûte très cher à produire. Et ensuite, pour tout ce qui est marque-page, stickers, carte postale, je vais passer avec mon imprimante. Et là, pareil, j'ai perdu plein de thunes et c'est horrible parce que du coup, t'essayes plein de trucs, tu regardes 50 vidéos YouTube sur quel papier est le meilleur, tout est en anglais, t'as pas de trucs en français, du coup, tu te rends compte que, ah ouais, il y a ce papier-là sur Amazon, mais en fait, il se livre pas en France, ou il y a des frais de douane et des frais de machin. Et tu testes plein de stickers, puis tu le reçois, puis le papier, tu vois qu'il est gondolé, puis finalement, l'épaisseur, elle convient pas, donc j'ai crash testé plein de trucs. Là, il y en a un qui a l'air plutôt prometteur. Mais c'est ouf, ça, c'est du temps qu'on s'imagine pas du tout. En fait, la mise en place est hyper longue. Même devoir calibrer avec tes profils d'impression pour que ce soit les bonnes couleurs quand t'imprimes. Mais une fois que c'est mis en place, c'est un gain de temps, d'argent énorme. Une fois que c'est mis en place, ça coule de source et c'est hyper rapide en fait. Et ça te permet d'avoir des stocks, de gérer les marchés souvent sur 2-3 jours. Le samedi, se dire, ah bah j'ai plus de stickers, bah je vais pouvoir les refaire pour demain et gagner plus d'argent que si je revenais le lendemain et que j'avais plus ce modèle-là de stickers ou de badges ou de trucs. Et c'est mieux quoi. Mais c'est tout un truc que les gens voient pas forcément en fait. Ouais. Et ouais. Mais c'est un peu, je trouve, le commun des milieux artistiques, c'est que on a toujours une image un petit peu légère, alors que c'est énormément de travail et d'heures passées concrètes sur plein de petits détails. Et en plus, c'est dur de savoir quand tu dois investir en fait. Parce que quand t'es précaire, t'as peur de perdre de l'argent tout le temps. Et après, tu fais des grosses conneries où t'en perds plus. Enfin, genre là, cette semaine, ça m'est arrivé où du coup, j'ai testé un nouveau papier de stickers et qui était trop bien, mais genre, il était pas très épais et pas très waterproof. Du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre un. Comment on appelle ça en français? C'est pour laminer au-dessus les feuilles protectrices en gros. Avec, tu sais, la presse exprès pour laminer tes papiers. Et genre, j'avais des chutes, je me suis dit, ah bah, je vais faire une demi-feuille, tu vois, comme ça, je perds pas une feuille, si c'est genre quelques euros, tu vois, je veux pas perdre ça. Et genre, j'ai pété mon truc parce que la feuille, elle s'est coincée dedans. Et vu que c'était pas le bon format, je peux pas tirer pour sortir la feuille, elle est entièrement dans la machine. Je vais essayer de la démonter ou quoi, mais je suis quasiment sûre de l'avoir pété, quoi. Et donc, tu perds le prix d'une machine parce que t'as voulu économiser 2 balles sur une feuille, parce que t'étais en stress, parce que t'as déjà essayé 50 papiers stickers et que t'as trop peur d'être trop en perte et tout. Du coup, c'est un peu dur, pareil pour les marchés, de te dire est-ce que tu investis dans un marché plus cher la place ou pas. Et d'ailleurs, les marchés, tu payes juste, c'est déjà beaucoup, mais le stand, et tu leur payes des commissions ou c'est que Non, le stand? moi c'est tout le temps stand. J'ai jamais fait. Alors pourtant, j'ai fait vraiment plein de marchés différents. J'ai jamais eu de commission. Par contre, j'ai vu que les boutiques c'était des commissions. Mais du coup, j'ai jamais fait. T'as des boutiques de créateurs où tu payes le mois et en plus t'as des commissions, quoi. Et je me suis dit, ça, j'ai peur. Ça me. Et les marchés, est-ce que tu as une sorte de. Tu sais, à l'inscription, est-ce qu'ils font du tri? Est-ce Ouais. que tu dois présenter ton travail
Bah ouais, parce que t'as genre vraiment, tu peux avoir 200 candidatures et ils en prennent que 20 ou quoi. Ok. Donc soit c'est des formulaires en ligne où tu envoies des books de tes créations, trucs comme ça, tu parles de ton art, t'as des petites présentations et tout. Donc bah après c'est simple parce que du coup tu l'as déjà fait plein de fois donc tu t'envoies. C'est pareil pour leur com, ils ont besoin d'un petit paragraphe sur toi, des petites photos de trucs et tout. Mais oui, t'es obligé de faire des photos de tes produits du coup. Puis des photos de tes stands aussi pour qu'ils voient un peu la gueule que ça aura chez eux, à leur lieu. Mais t'en as qui sont... j'avais fait le salon du Fantastique où c'était une grosse convention. Et là, tu payes ton stand et j'ai pas l'impression qu'il y a de... Parce que du coup, dès que tu payais, tu sais, c'était réservé. Je pense qu'il y en a qui font pas, mais la plupart quand même, il y a des sélections, ouais. Donc t'as des refus, ouais. Et t'as l'impression que ça t'a apporté de la visibilité aussi, au-delà de vendre tes créations, Bah, ça m'a permis de la visibilité pour mes ventes déjà, parce que du coup, j'ai des clients qui reviennent à d'autres marchés, qui m'achètent des trucs ou qui me suivent sur Insta. Donc, quand ils voient des cadres, parfois, j'ai même pas le temps de les emmener, tu sais, au marché, du coup, parce que les gens m'envoient des messages quand je mets souvent des stories quand je suis en train de faire les trucs et tout en cours. Et puis aussi des clients de shoot. Parce que vu que j'expose mes photos, il y a souvent des gens qui me disent ah mais du coup tu fais des shoots, ouais. Et après ça c'est cool parce que les marchés où t'as un peu moins vendu, t'as pas fait une grosse marge, t'es un peu déprimé et tout. Quand après tu reviens et t'as un petit email genre est-ce que je peux avoir un shoot, tu te dis ah c'est bon j'ai rentabilisé mon marché, parce que du coup j'ai un shoot derrière. Et donc ça je l'ai mis, au début j'avais pas du tout pensé à ça en fait sur mon stand. Et donc maintenant j'ai mis un petit formulaire avec écrit mes shoots, comment ça se passe et tout, et comment ils peuvent réserver. Mais j'avais pas pensé à promouvoir mes shoots alors que c'est hyper con, je suis photographe quoi. C'est génial, et c'est ça que j'aime trop dans l'entrepreneuriat aussi, c'est t'apprends au fur et à mesure et tu ajustes et tout aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est bête, il y a des trucs que tu penses pas du tout quoi. Et j'allais te demander justement, pour finir sur les marchés, ce serait quoi tes conseils un peu, ou si t'as quelque chose à rajouter dessus, et sinon c'est quoi tes conseils un peu pour quelqu'un qui voudrait faire du marché Faut pas se démoraliser au début quand on doit chercher plein de fois sur internet, sur plein de sites chelous pour essayer de trouver des marchés et tout. Et que c'est hyper cool parce que tu vas rencontrer plein d'autres artistes. Et que du coup, après, tu peux faire plein de collabs avec d'autres artistes. Enfin, moi, il y a plein d'artistes que j'ai rencontrés en marché ou ensuite, je pense par exemple à Cyril que j'ai rencontré cet hiver en marché drag, qui est un artiste incroyable qui fait des masques que avec des matériaux qu'il récupère, des fleurs, des végétaux, du bois. Tu pourras nous donner son Insta? Ouais, c'est Spiros, c'est CPYRRHOS, il me semble. Ouais, impec. Voilà, il me semble que c'est ça. Et du coup, c'est un artiste et il est venu me voir, il connaissait pas du tout ce que je faisais, il m'a dit purée, j'aime trop et tout, il m'a donné sa carte. Et t'en as plein des gens qui viennent te donner leur carte et tout, donc parfois ça aboutit pas, c'est pas ton style et tout. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, ah ouais, ça pourrait trop matcher. Et humainement, ça a trop bien matché, enfin, il est vraiment adorable. Et du coup, il est venu à l'appart atelier. Et on a shooté toute la journée, il m'a montré tous ses masques, on a shooté sur plein de fonds différents et tout. Et ça, c'était trop cool, tu rencontres des artistes comme ça. Pareil, il y a Sarah Stroff, j'aime trop son travail, c'est une photographe, c'est trop beau, enfin, c'est trop doux et tout, justement, c'est très féerique et tout. Puis aussi avec des relations un peu saphiques avec des perruques, des fées, enfin, tout ce que j'aime. Elle, je l'avais rencontrée où je suis allée voir un marché, parce que souvent, je vais voir des marchés pour voir comment c'est, en tant que spectatrice. Et après, peut-être, je m'inscris. Et j'avais trop aimé, et du coup, elle m'avait après contactée parce qu'elle organisait un marché. Et du coup, j'ai été dit, est-ce que tu veux exposer? C'est trop drôle, tu vois. Et puis, on s'est acheté, nous, des photos, ce qu'on aime trop, ce qu'on aime. Donc, j'ai ses photos, elle a mes photos. Il y a plein de gens comme ça. Adrien, j'aime trop son travail. Adrien Illustration, avec un H devant. Et elle est incroyable, vraiment. Et elle fait des aquarelles avec plein de trucs, justement, sa fille queer et tout. J'aime trop son taf. Et on s'est retrouvés sur pas mal de marchés et j'ai plein de ses créations chez moi. Donc, t'as fait un réseau de potes aussi, juste incroyable. Ouais, tu retrouves sur les stands et tout. Mais de savoir que ça va être galère, quoi. Enfin, c'était pas tout rose, mais de commencer au début, t'auras pas le plus beau stand, t'auras pas autant de stock que tu veux et tout, mais en fait, ça prend au fur et à mesure et t'investis. Et pas de te stresser si un jour un marché ça marche, enfin, ça fonctionne pas. Même maintenant, là, j'en ai fait, je sais pas, des vingtaines et parfois, t'as un marché qui floppe et c'est pas forcément de ta faute à toi. Parfois, il y a pas de monde, parfois, leur gars est pas top. Ça, et celui d'après, tu peux vendre énormément, en fait. Donc, de pas se décourager ou de s'arrêter parce que ton premier marché, il a pas fonctionné, quoi. C'est important. Pour finir sur cette partie, on avait parlé de Etsy. Je me souviens que tu m'avais dit que tu avais eu un rendez-vous avec Etsy. Ouais, j'ai cru que c'était vraiment une arnaque. J'avais trop peur. C'est le truc trop bizarre et tout, genre...
J'ai eu un appel téléphonique d'une meuf qui me disait ouais, votre boutique a été sélectionnée ou quoi pour une espèce de mentorat ou quelqu'un t'aide pour ta boutique pour l'améliorer ou quoi. J'étais genre c'est gratuit. Est-ce que c'est vraiment par Etsy? Puis j'ai regardé sur ma Vous allez boutique. pas me demander ma carte bleue Ouais, ou je ma me pièce suis dit c'est d'identité. trop bizarre. Enfin, tu sais, ou sinon peut-être qu'ils voulaient, tu sais, je me dis pirater, c'est en demandant tes codes d'accès à ta boutique. Je sais pas, genre c'était bizarre quoi. Puis j'ai vu que dans le chat Etsy, c'était vraiment un message du vrai truc Etsy et tout. Je me suis dit, je vais voir. J'appelle et si elle me demande des trucs un peu bizarres, je dis non quoi. Et en fait, la fille elle était vraiment trop trop adorable et c'était un vrai truc d'Etsy. Et en fait, elle expliquait qu'il y avait des boutiques où t'avais beaucoup de ventes mais qui étaient que par. Ce que eux ils peuvent savoir. Et du coup, j'ai pu voir aussi sur ma boutique que tu peux voir si les ventes elles viennent du site ou si elles viennent de ton Instagram, ton site internet ou d'où ça vient en fait. Et moi, 100% de mes ventes venaient que de mon site internet ou d'Instagram et j'avais aucune vente via la plateforme, vraiment zéro. Parce que vu que j'en avais quand même des ventes, bah, genre ça l'intéressait parce que moi, si je vends, eux, ils gagnent de l'argent, donc il y a des Ça veut dire que pourcentages. toi, t'étais pas bien référencée dans l'appli. Enfin, c'était un truc qui Je pense, je sais pas. Et du coup, elle m'a expliqué plein de trucs pour tout ce qui est, par exemple, mots-clés, faire des titres à rallonge où c'est pas du tout esthétique, t'y penses pas, mais pour avoir plein de mots-clés pour que les gens trouvent. De mettre des mots-clés dans les trucs, de faire des photos avec portée, avec, tu sais, les stickers sur, je sais pas, un iPad, des carnets, que les gens se projettent, trucs comme ça. Donc j'ai fait tout ça, mais il n'y a pas tant de retombées enfin, que ça non plus, tu vois, je trouve. Parce qu'après, ils t'offraient un essai à leur pub. Tu sais, ils ont un truc où t'es mieux référencé avec, tu payes chaque mois et tout. Donc là, j'avais trop peur déjà, parce qu'elle me disait, il y a 50 € gratuits si, en gros, j'avais bien travaillé, parce qu'elle m'avait demandé des trucs. Et après, j'avais un autre appel avec elle. Et si elle voyait que j'avais bien mis en place les trucs sur la boutique, t'avais genre 50 balles gratuits de pub. Et elle te l'a offert du coup? Ouais, du coup, j'ai eu ça, donc j'ai pu tester. Et je l'ai arrêté, genre, tu sais, à la moitié du truc, parce que j'ai eu peur, je voyais l'argent s'accumuler. Je me suis dit, imagine, c'est sur mon compte, tu sais, finalement, c'était une arnaque. Du coup, j'ai arrêté, j'ai paniqué, mais en fait, c'était vraiment payé par Etsy, Et c'était ça pas. t'a aidé? Et ouais, effectivement, du coup, là, parce qu'en fait, quand j'ai mis tout ça en place, franchement, j'ai pas eu de changement, honnêtement. Donc, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, ce qu'ils disent tout. Et quand j'ai fait la pub, ouais, j'ai eu surtout des commandes, c'est des États-Unis et tout. En fait, aux États-Unis, c'est vachement plus démocratisé Etsy qu'en France. Les gens n'utilisent pas forcément de ouf Etsy. Et ouais, t'as des gens qui t'achètent des trucs genre un sticker aux États-Unis alors que les frais de port vont être énormes. Et je suis genre trop bizarre. Enfin, mais ça arrive. Et quand j'ai C'est ouf que arrêté. t'aies vendu aux États-Unis. Et ouais, mais c'était avec le truc de pub où ça a vraiment bien marché là-bas. Et après, quand j'ai arrêté, j'ai eu moins. Franchement, j'ai pas beaucoup de gens de la plateforme. Et si je vends un petit peu, mais c'est vraiment des gens via Insta ou via le site. Mais du coup, je vends beaucoup par Insta aussi. Parce que les gens, je leur dis, bah, je vous fais le prix des marchés si vous passez pas par ici, parce que je suis obligée d'augmenter. Mais Etsy, ça me permet quand même qu'ils voient tous les trucs et ils me disent, ah, je veux ça, tu vois. Parce que sinon, sur Insta, c'est un peu compliqué. Tu fais quoi? Tu fais des stories à la une. Enfin, j'ai eu plus de ventes par Insta quand j'ai fait mon Etsy. Parce que du coup, les gens ont vu tout un catalogue, peuvent voir. C'est beaucoup plus clair sur Etsy, t'as une vraie boutique, quoi. Donc, Et bah, du coup, en fait, au final, Etsy, si on veut réussir à vendre dessus, faut surtout avoir une communauté finalement. Parce je que sais pas trop. Je pense que j'ai pas percé le truc vraiment. Parce que je pense qu'il y a quand même les mots-clés et tout. Parce qu'il y a quand même des gens qui arrivent, tu vois. Je pense qu'aussi, je suis peut-être pas très active. Peut-être faut. C'est vachement poster. Et peut-être, je pense aussi, faut avoir des trucs cibles. Tu sais, il y a des trucs qui marchent à fond. Espèce de calendrier, les machins. Tu sais, les trucs. Après, je pense que quand tu vends beaucoup, c'est mieux d'avoir Shopify du coup. Mais ça me stressait un peu. J'ai l'impression que du coup, pour juste conclure peut-être sur le niveau taf, c'est que toi, ce qui t'a aidé, c'est déjà d'avoir des revenus différents. Et en plus d'avoir aussi plusieurs plateformes pour montrer ton art. Ouais, Genre, c'est épuisant. Insta, c'est la visibilité, Etsy, c'est les ventes, ou en tout cas une sorte de boutique où on peut voir ce que tu vends. Et du coup, ton site, c'est un peu ton portfolio. Ouais, c'est ça. J'ai fait aussi un peu TikTok, je me suis obligée, parce que et en vrai, ça rapporte des gens. Que ce soit pour les shoots ou pour les ventes. Mais c'est juste qu'en fait, c'est épuisant de devoir être sur 50 réseaux à la fois. Et en fait, t'as envie de créer, quoi. T'as pas envie de. Et TikTok, tu dois plus être devant, essayer de parler et tout. Et moi, c'est pas trop. Ça me stresse un peu de faire ça. Mais puis t'as un peu l'impression d'être redondant à poster des trucs à différents endroits et tout. Mais en vrai, ouais, ça aide. Mais je sais que si je faisais plus, je pense que j'arriverais plus à vivre de ça. Mais je fais du mieux que je peux. Mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait que j'essaye de plus, ouais, être plus humaine dans mes réseaux. Parce que je suis vraiment via mon art. Parce que c'est plus avec quoi je suis à l'aise, quoi. Mais Ouais.
Après, faut pas se dénaturer non plus si ça. toi Ou t'aimes Même d'être communiquer régulier, comme tu ça. vois. Aussi, j'ai du mal à être... En vrai, si maintenant, avec les réseaux, tu dois poster presque tous les jours pour... Insta, c'est pas du tout comme c'était il y a quelques années, quoi. Et tu te sens aujourd'hui un peu plus stable dans ton activité Bah déjà, je peux en vivre, donc ça, c'est cool. Parce que j'avais peur que ce soit pas du tout possible. Mais ça reste hyper précaire, enfin, faut pas... C'est incroyable d'en vivre, ouais. Mais ouais, Ouais, mais après, j'ai des... Enfin, tu vois, j'en vivais, soit j'avais mon mi-temps, soit là, sans la MDPH, je pourrais pas vivre que de ça, quoi. Parce que les mois où... C'est dur d'anticiper pour moi avec mon fonctionnement, mes handicaps et tout, c'est plus galère en plus. Mais ça reste hyper précaire et je sais que je fais la croix sur plein de choses, mais moi, c'est ce qui me rend heureuse parce que créer, c'est genre, je suis obligée de faire ça. Mais c'est clair que à part créer, j'ai pas trop de life à côté. Enfin, honnêtement, tous mes amis, c'est des artistes aussi, donc du coup, on parle que de ça et je suis vachement à créer chez moi. Et c'est vrai que bah, du coup, t'as des choix à faire dans ta vie, quoi. Où clairement, maintenant, je suis le budget, ça va être la bouffe, des trucs comme ça. Trucs concrets où bah là mon studio, du coup je suis trop contente, j'ai mon studio dans mon appart, mais je suis partie à Saint-Denis donc je suis plus près de Paris. Pour les clients c'est un peu plus chiant, mais je reste quand même vraiment porte de Paris, donc finalement ça a pas impacté mon business. J'avais peur, mais je reste proche de Paris et j'ai les prix de Saint-Denis, donc ça va. Mais ouais, ça reste hyper précaire et t'es un peu stressée de t'as des mois où t'es genre est-ce que je vais y arriver et tout, puis après quand t'as des ressources, enfin faut être créatif aussi pour trouver des ressources pour payer tes trucs et tout. Et du coup, il manque un vrai statut pour... Enfin, un statut, comment dire, avec plus de droits du travail. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je suis contente dans la stabilité dans le sens où ça va faire 1 an que c'est bon et tout, c'est ok, je peux être indépendante, mais le truc, c'est que bah, j'ai pas encore le stade où je peux me prendre des vacances. Enfin, là, j'ai pu juste m'arrêter de travailler, mais pas de prendre des vacances, tu vois, par exemple. Des trucs enfin ouais, et c'est clair que si j'avais pas réussi à avoir enfin j'ai eu de la chance, tu vois, que ma demande soit acceptée à MDPH et tout, je pense que j'aurais dû arrêter, quoi. Clairement, j'aurais dû rentrer chez mes parents et arrêter la enfin j'y ai pensé, hein, parce que en attendant 1 an, c'était hyper galère. Enfin j'ai enchaîné plein de jobs où j'ai fait des gros burn-out, j'ai fait une dépression du tonnerre et tout, et je me disais dans ma tête, c'était j'attendais, je me dis si j'ai pas la hache, j'arrête tout, quoi. Enfin j'en ai marre de me battre, c'est plus possible, quoi. Et je pense qu'il y en a plein qui sont dans cette situation-là, quoi. Mais c'est fou comme l'art, mais que ce soit en photo, en peinture, en théâtre, en cirque, enfin, le budget de la culture et même les statuts, les droits qu'on peut avoir, on n'a aucun statut, quoi, les artistes. Surtout quand tu es obligé de te mettre en auto-entreprise parce que je fais plusieurs trucs, bah, c'est effarant. Mais après, t'as la liberté de... Enfin, Ouais. ça me convient plus, quoi. Ce serait bien d'avoir la liberté et Et un peu de Voilà, stabilité, c'est ouais. ça. Mais Genre, on peut passer, je pense, à la fin, là, enfin, à toute la partie un peu plus valeur et tout. Ce que je trouve chouette, c'est que du coup, tout ce dont tu nous parles depuis tout à l'heure, que ce soit des luttes queer ou, tu me dis si j'utilise pas les bons termes, non, mais t'inquiète, de ouais. genre la neuroatypie, etc. T'en parles beaucoup sur tes réseaux sociaux. Et du coup, est-ce que ça te... Enfin, déjà, on peut parler de ce que tu veux en premier, mais ça, déjà, ça influence beaucoup ton métier. Et du coup, est-ce que, en parlant aussi, tu peux te dire que tu aides d'autres gens et ou en tout cas que, comment dire? Pardon, j'arrive pas à poser cette question. Non, je vois l'aboutissement, je crois. Pourquoi t'en parles et qu'est-ce que ça crée pour toi aussi? Bah, au début, j'en parlais pas du tout, quand même. Enfin, ça reste récent, quand même, que j'en parle. Parce que au début, j'en parlais pas du tout, mais même dans ma vie à moi, j'en parlais pas, et moi, j'étais pas encore ok avec moi-même d'en parler et tout. Enfin, c'était un long chemin. Et en fait, j'ai commencé à un petit peu en parler en me disant que j'allais embêter les gens et tout. Et en fait, j'ai eu plein de retours trop trop bien. Et j'ai vu que ça avait des impacts concrets en fait dans la vie des gens. Et je me suis dit, ah ouais, ok, faut que je fasse ça comme moi, j'aurais pu avoir besoin de ça avant, quoi. Et que ça soit ouais, au niveau queer ou neuroatypie, je me suis... Enfin, pour moi, Enfin, fallait que j'en parle du coup. Mais c'est vrai que c'est... Même maintenant, je suis pas... Parfois, je me sens hyper vulnérable de parler de ça. C'est un peu stressant. Tout ce qui est lutte queer, ça, parce que le chemin parcouru est plus long, donc maintenant je suis vraiment en accord avec moi-même là-dessus. Mais la neuroatypie, j'avoue que parfois c'est encore dur pour moi
de réussir à en parler et tout. Mais je trouve ça chouette. En même temps, j'ai envie quoi d'en parler parce que bah c'est vraiment des sujets où concrètement ça peut sauver des vies en fait juste d'en parler. Et que mon parcours a été compliqué et je me dis si ça peut juste donner des petites clés, les représentations sont hyper importantes. Moi j'ai grandi dans un milieu où j'avais 0 représentation queer, où c'était vraiment un background d'une éducation que mes parents ont eu très catholique, très plus strict, mais eux étaient plus cool, ma maman est artiste et tout, mais ils ont eu toute cette quand tu grandis dans ça, tu peux pas. Et donc ils étaient pas foncièrement homophobes ou quoi, mais c'était des sujets qui étaient tabous parce qu'ils ont grandi dans des milieux homophobes, donc ça restait hyper tabou et donc on n'en parlait pas à la maison. Et c'était pas une époque où on avait toutes les séries Netflix avec des représentations queer et tout, et moi concrètement je ne savais pas que ça existait. C'était comme le Père Noël, j'en ai peut-être entendu parler 2 fois, qu'il y avait des mecs qui pouvaient s'embrasser, mais alors des meufs encore moins, c'était même pas possible pour moi. Et genre j'avais 0 représentation. Et moi jusqu'au collège, genre je me disais putain, mais genre j'avais fini par me dire genre je crois que je suis asexuelle parce que vraiment je veux pas de relation avec des hommes quoi quand j'étais au collège. Et j'étais genre vraiment un peu en panique quoi, de me dire parce que toutes mes copines commençaient à avoir des copains et tout, et c'était ah t'as un crush sur qui machin. Donc moi dès que quelqu'un commençait à dire ah Roxane elle s'entend bien avec tel mec, est-ce qu'elle sort avec lui, j'étais genre ouais c'est vrai, j'ai trop un gros crush, tu sais, je choisissais à l'avance genre pour être sûre de pas me faire Demain, je dirais lui. ouais c'est ça vraiment, et c'était hyper stressant. Et ce qui a vraiment débloqué, c'est genre ma cousine elle m'a fait son coming out quand j'étais en 3e. Et du coup j'étais waouh, ça existe, c'est un truc qui est possible, c'est une vraie option quoi. Et j'étais genre mindfuck et commençais un peu à avoir des représentations de gens où on savait pas du tout qu'ils étaient queer et ils en parlaient. Moi je me rappelle, j'étais genre au collège, je crois que c'était en seconde, il y avait une youtubeuse que je suivais, une américaine qui s'appelait Ingrid Nixon, qui faisait du contenu genre tu sais beauté ou trucs comme ça, vraiment classique. Et un jour elle a fait une vidéo YouTube qui sortait de nulle part en disant bah en fait je suis lesbienne, et genre je sortais avec des hommes pendant 10 ans mais je suis lesbienne et tout. Et j'étais genre waouh, genre en fait c'est une option quoi. Et ça m'a fait vraiment bizarre. Et une fois je suis venue à une soirée d'une copine qui avait retapé parce qu'elle était partie ici aux États-Unis et tout. Et elle était partie en L et moi j'étais que avec des potes qui étaient en S et tout. Et j'ai rencontré une pote qui est maintenant genre une de mes meilleures potes que j'aime de tout mon cœur, genre on a vécu trop de trucs ensemble. Et elle était ouvertement queer, elle avait sa copine, elle en parlait et tout, genre ouvertement avec un style qui peut être stéréotypé ou quoi, mais moi je le voyais pas, du coup j'ai genre waouh, et genre qu'elle soit à l'aise comme ça, j'étais genre putain, c'est ouf. Ouais. Et du coup j'ai accepté ça, et puis j'ai commencé à avoir des relations queer et tout. Et c'était trop cool, et ça a permis aussi à mes parents d'être éduqués là-dessus, où au début ma mère parce que je savais pas comment aborder le sujet et tout, parce que pour eux c'était tellement un truc qui existait pas que même eux ils se rendaient pas compte, alors que genre j'avais jamais ramené de mec à la maison jusqu'à genre à ce moment-là t'es en mode maman c'est évident. Ouais, mais elle avait pas tilté, tu vois. Et en fait quand j'ai eu ma première relation sérieuse et tout avec ma première copine, on est resté ensemble plusieurs années et tout. Du coup, ma mère a fini par comprendre, quoi. Elle disait, elle reste quand même très souvent avec cette meuf. Et en fait, ça lui a fait du bien de voir des représentations normales. Parce qu'en fait, on parle pas du quotidien queer banal. Et en fait, elle a vu qu'on avait une relation normale, en fait, tu vois, genre sérieuse et tout. On avait des plans, des trucs normaux quoi. Et en fait ça l'a vachement ouverte, et maintenant elle est trop cool sur genre elle éduque ses copines et tout là-dessus, parce que maintenant elle est venue elle est venue pour la première fois à des events queer où j'exposais et tout, puis elle a vu mais du coup moi j'ai mes amis, il y a beaucoup d'amis queer et tout, elle a vu des couples mariés qui ont 30 ans, la banalité en fait, où ils voient pas que c'est des gens comme nous, on est tous pareils, tu vois. Et du coup, c'était vraiment chouette de ça, qu'elle voit parce que du coup, toutes mes copines étaient au placard aussi, et mes potes, et en fait, mon groupe en terminale S, on était tous au placard, et on s'est rendu compte, on a tous fait notre coming out, on était les seuls queers, tu vois, de ce lycée-là, et on s'est rendu compte après, où genre, je l'ai avoué à une copine, et je lui ai dit, je suis pas la seule, et elle m'a dit, je sais, elle me l'a dit aussi. Je fais merde, moi c'est il me l'a dit, du coup c'est quelqu'un d'autre, donc on a une grosse réunion en mode mais qui est queer, qu'est-ce qui se passe et tout.
Et du coup, on s'est trop soutenus. Et puis du coup, ma maman, elle a vu mes copines, des relations lesbiennes avec, par exemple, deux femmes hyper femmes, où elle a pas l'habitude de voir, parce que le peu qu'elle a, c'est peut-être une meuf un peu plus masculine et tout. Du coup, c'était vraiment cool. Ça a permis de l'éduquer un peu. Et puis après, quand j'ai fait mon re-coming out pan, elle a encore été en mode, qu'est-ce qui se passe, c'est bon, j'ai accepté ton homosexualité, qu'est-ce qui se passe? Parce que même pour moi, c'était trop mindfuck parce que j'étais sortie qu'avec des meufs, j'avais eu que des relations avec des meufs longues, je me projetais qu'avec ça, justement, avant, je pensais que j'avais aucun désir pour des hommes et tout. Et je suis tombée amoureuse d'un mec et j'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que la vie du C'est ça, j'étais genre mindfuck au début, j'étais genre on va faire ça slow parce que ça se trouve je me trompe complètement, genre je ne suis pas bon et tout, et j'ai pas envie de te briser le cœur parce que c'était genre mon meilleur pote. Et du coup ma mère elle a dû apprendre après qu'en plus il y avait une fluidité, c'était pas que gay et hétéro. Ouais, du coup maintenant elle explique à ses copines ce que c'est la pansexualité. Mais ouais, c'était un parcours long, mais maintenant là-dessus, vu que ça date depuis longtemps et que je me sens plus à l'aise là-dessus et j'ai envie d'avoir des représentations que j'aurais bien aimé avoir enfant, et c'est pour ça que j'ai commencé des séries avec des fées, des contes d'enfants queer, pour avoir juste qu'ils voient que c'est possible qu'il y ait deux princesses qui s'embrassent, qu'il y ait deux fées qui s'embrassent, des trucs tout bêtes mais qu'on n'a pas. Bah, c'est ce que tu disais t'as dit plusieurs fois le mot normaliser, et en fait, le fait de reproduire ça, et enfin, de représenter ça beaucoup, ça fait que ça devient juste une partie de la vie, et que c'est pas un événement, genre, un couple gay, c'est pas waouh, un couple gay, c'est genre, non, c'est juste un couple en fait. Genre, à partir de là, ouais, ça te permet de banaliser, hein, mais dans le bon sens. Là. Et puis même que, enfin, je trouve les contes c'est hyper important quand t'es petit, enfin, et vraiment là les Disney et tout, on n'a pas de représentation queer même maintenant. Là ça évolue, on a des séries trop mignonnes qui passent sur Netflix et tout, où t'es genre putain c'est trop l'adolescence que j'aurais aimé vivre si j'étais pas au placard. Ouais, genre dès l'enfance, savoir que c'est ok, bah... Et pas forcément, enfin je trouve ça trop cool aussi les contenus libérateurs, sexualisés et tout, il y a beaucoup ça dans le milieu queer, des photographes gays ou quoi, où c'est trop chouette aussi leur art. Mais je trouve que c'est chouette aussi, il n'y a pas trop de contenu aussi un peu naïf, un peu enfantin, un peu queer. C'est souvent sexualisé et bah, c'est trop cool parce qu'il y a besoin que ça soit normalisé, la sexualité aussi. Mais je trouve que c'est cool aussi d'avoir un truc très pur avec deux filles qui s'embrassent juste, et où c'est juste un peu comme quand t'es petit, tu penses pas forcément au sexe ou quoi, tu vois, tu vas penser à quand je serai grand, je voudrais je sais pas, me marier, machin, parce que tu vois ça à la télé. Et bah là, de voir que tu peux être deux fées qui s'embrassent ou tout comme ça, et d'avoir un truc un peu naïf, un peu doux, même mélinogravure ou des trucs mais avec des messages quand même forts, je trouve que c'est cool enfin j'aime bien cette approche là, me correspond plus que d'autres approches du coup. J'avais pas du tout enfin c'est trop intéressant, ouais, la dimension montrer ça à des enfants en particulier, ouais, et ça me fait penser à il y avait une école où je sais pas si t'as vu, ils avaient montré un dessin animé avec des poissons, et à un moment il y a deux poissons qui s'embrassent, et les parents ils ont fait tout un scandale en mode mais on peut pas montrer ça, alors que c'était vraiment juste deux poissons masculins dans l'histoire. Des poissons quoi, et c'est fou, et ça montre à quel point les représentations aussi ça marche, parce que je pense que si on a peur de changer ces représentations-là, c'est qu'on sait que en fait si tu montres à des enfants de poissons mecs qui s'embrassent, ils vont trouver ça ok et normal, et ça montre aussi l'impact de l'art, et c'est ça qui est beau. Mais c'est pour ça que je comprends quand les gens, leur peur, les parents, c'est ah, mais les enfants ils vont être comme ça et tout. Mais moi j'ai ingurgité de la culture hétéro non-stop. J'ai vu des princes, des princesses, et je suis quand même sortie avec des meufs, donc ça marche pas votre théorie, et sinon il y aurait pas de gens queer en fait. Le seul impact que ça peut avoir, c'est un impact positif, où juste les gens qui le vivent déjà, ils se sentiront qu'ils sont ok et qu'ils ont le droit de le faire. Ouais, mais c'est pour ça que j'aime bien faire encore des marchés qui sont pas forcément safe. Donc c'est dur pour moi, faut que j'y aille avec en tête que je vais m'en prendre plein la gueule, mais je me sens un peu un devoir de faire ça parce que c'est trop bien les marchés queer, on se sent tellement bien, on se sent libre et tout, vraiment dans notre communauté, mais t'as pas vraiment une très grande éducation à faire là-dedans parce que les gens sont déjà éduqués. Alors que quand tu fais, enfin moi j'habite Saint-Denis, j'ai fait les marchés de Noël Saint-Denis, Aubervilliers et tout, bah t'as tes petits loulous qui sont pas forcément allés au musée déjà, qui voient pas forcément d'art, du coup ils sont subjugués par l'art quoi, parce qu'ils sont déjà ils viennent sur le stand généralement parce qu'ils sont waouh c'est quoi, c'est de la peinture et tout, je vois pas trop ça et tout, et puis vu que je fais dans des cadres très dorés, ça fait très musée classique et tout, et ensuite ils s'approchent puis ils voient ça,
et ils ont pas forcément eu de représentation queer, quoi. Et en fait, c'est les parents qui brident. Moi, il y a un petit loulou tout naïf qui vient sur mon stand et tout, et qui dit c'est quoi ça, la photo avec les deux fées, quoi. Et la maman a dit c'est un monsieur et une madame qui s'embrassent. Mais alors que l'enfant est pas bête, il avait genre 8 ans. En plus, tes personnages, ils sont évidemment... Oui, bah là, c'était très stéréotypé. Enfin, faut pas mentir à son gosse comme ça. Et le loulou, il revient tout seul après, plus tard. Et il dit mais je comprends pas, c'est des elfes ou des fées, du coup? En fait, il s'en foutait que ça soit deux filles ou deux garçons. C'était juste parce que j'avais mis des oreilles d'elfes, mais il y avait des ailes de fées. Du coup, il était stressé de savoir si c'était une elfe ou un fée, une fée. Et il y a plein de gens comme ça. Enfin, il y a des loulous où ils sont subjugués par le truc. Et il y avait un petit gars comme ça, un marché de Noël. J'avais envie de chialer, tu sais, il est revenu 5 fois et tout. Puis il aimait trop. Puis je voyais que ça faisait un truc, un déclic dans sa tête de voir ça. Enfin, je connaissais pas son histoire, mais voilà. Et genre, quand sa maman, elle est revenue et tout, il a dit finalement, je veux pas le cadeau de Noël, je sais plus ce qu'il avait dit, c'était, je sais plus, des Playmobil, un truc, j'aimerais bien que tu me prennes ce cadre-là chez moi, quoi. Incroyable. Et la maman était hyper fermée d'esprit, elle a pas voulu, quoi. Mais juste le fait qu'il revienne plein de fois et qu'il ait ces espèces d'étoiles dans les yeux et tout, je me dis, c'est trop important, quoi. Et ça me fait passer au-dessus des gros cons qui viennent en disant quoi, All genders come menstruate sur ma ligne de gravure, c'est n'importe quoi, je vais faire un test de grossesse. Ah ah ah, Michel, on me l'a pas déjà fait 3 fois depuis ce matin, cette blague. L'enfer. Okay. Donc je trouve que c'est cool, ça fait espoir d'avoir ça. Moi j'aime bien faire aussi d'autres marchés, même si parfois t'as pas la force de militer. Mais c'est intéressant parce que c'est un peu l'ouverture de la lutte, de la parole à des gens qui n'écoutent pas. Enfin, parce qu'on peut vite se retrouver à parler à nos milieux et à discuter entre gens qui sont d'accord. Et c'est intéressant de dire, des fois, il faut aller voir des gens qui sont pas d'accord. Mais c'est dur, effectivement. Ouais, c'est ça. Je te verrais trop faire des albums pour enfants. Ouais, j'aimerais trop. Ouais, bah, vu que j'aime bien dessiner, j'aimerais bien un jour avoir vu que j'aime bien les formats papier, avoir un truc d'un livre ou un truc, mais c'est dur pour moi de bien organiser la chose parce que j'ai tellement de médiums différents que ce serait dur d'avoir une trame, que ça fasse sens et tout. En même temps, je me vois pas lâcher un médium pour ça, donc. Mais c'est vrai que ça serait trop cool. J'aimerais bien. Et ouais, du coup, pour toi, l'art, ça a vraiment un vecteur de libération de la parole aussi et de lutte ou pas forcément pour ton art personnel, mais... Oui, ah ouais. Oui, bah carrément, d'une manière globale, à fond. Mais c'est vrai que mon art, enfin, je le vois pas forcément tout en politique. Pour moi, c'est juste que c'est mon quotidien, enfin, c'est moi. Donc, oui, il va y avoir des femmes où tu peux te dire un peu ambigu sur la photo ou quoi, mais en fait, je le politise pas forcément. J'aime bien faire des choses aussi magiques que je trouve belles et tout. Et oui, il y a aussi un fond politique, mais ça va être plus dans ma stature d'artiste ou du coup quand je prends la parole sur Instagram ou quand je parle de moi ou des trucs en story où je vais plus parler de ma neuroatypie, des trucs comme ça. J'ai pas encore réussi à intégrer ce sujet-là dans mes photos. Je trouve, enfin, le fait d'être autiste et tout, c'est dur à... J'aimerais bien, mais j'ai pas trouvé... Je sais pas comment l'exprimer, alors que le fait d'être queer, c'est plus simple d'avoir une représentation visible. Oui, parce que là, T'as des handicaps qui sont quand même invisibles pour le grand public, donc c'est dur aussi de voir comment bien représenter. Mais je trouve ça cool de normaliser aussi en story, parce que bah, c'est vrai que c'est hyper handicapant au quotidien, que ça soit j'arrive plus à parler, la surcharge sensorielle, le fait de, je sais pas, des petits tips de normaliser le fait de porter un casque en public, parce que c'est encore hyper tabou. Et que sauf qu'en fait, si je fais pas ça, je fais une crise, quoi. Enfin, genre la seule fois où je suis allée dans une boîte de nuit, j'ai fait la pire crise autistique de ma vie. Et heureusement que tous mes meilleurs amis qui sont encore à Nantes, parce que je viens de Nantes de base, ils sont tous en médecine et tout. Et ils sont tous des sucres avec moi, et ils ont tout de suite compris, ils m'ont sorti direct et tout. Mais sinon, je me priverais d'aller voir des shows drag, alors que j'adore ça, si je portais pas mon casque. Et c'est vrai que parfois, tu te fais prendre des remarques, je te fais prendre des remarques déplacées, genre à la caisse d'un magasin, parce que ils me disent tu m'aurais mieux écouté si t'avais pas ton casque, alors que j'entends très bien, c'est juste qu'ils pensent que des trucs trop bêtes. Et même les marchés, c'est compliqué parce que ce qui est dur aussi, c'est pas que on est sensible au bruit, aux lumières et tout, c'est aussi on a du mal à gérer les informations quand t'es autiste, et du coup quand t'as plein de sons différents, quand tu vas avoir des gens à côté qui parlent, la musique en fond, et que toi tu dois parler à quelqu'un, en fait tout se fait un seul son, ça fait un brouhaha de tout. Du coup, c'est hyper dur de démêler les sons. Et c'est vrai que quand j'ai pas de casque ou quoi, j'ai du mal à mettre les sons
pas importants. En fait, les choses importantes, j'ai du mal à les mettre en arrière. Les choses pas importantes à les mettre en arrière. Et c'est vrai que c'est nécessaire, sauf que si t'as un casque, les gens ils vont pas venir te parler forcément sur le stand en pensant que t'écoutes de la musique ou des trucs comme ça. C'est des trucs elle est complètement... Bah, c'est même pas une question d'attention, c'est vraiment un truc aussi vraiment auditif, quoi. Où vraiment c'est un brouhaha, t'as du mal à démêler les sons, quoi. Et du coup, je trouve ça cool de parler ça, du fait que c'est galère, que faut que t'aies une routine en place, sinon chaque truc crée des crises parce qu'il y a du changement et que t'aimes pas le changement et tout. Donc, ouais, je trouve ça important. Et c'est vrai qu'il y a plein d'artistes qui parlent de messages queer, de messages, enfin, de plein de messages politiques, et c'est trop cool de voir ça. Enfin, là, il y a une artiste il y a pas longtemps que je suis et j'aime trop. Seulement, je suivais une personne qui parlait de justement neuroatypie sur TikTok. Et elle avait fait un live en fait pour parler de ça et tout. Et du coup, on likait souvent nos trucs et tout. Et puis, elle a parlé en disant ah, je vois Roxane fait des photos comme ça et tout. Et il y avait une autre photographe sur le live. Et elle fait aussi de la photo. Et, je crois que c'est autiste et TDAH aussi, il me semble. Et, mais aussi, il y a là le syndrome Ehlers-Danlos. Et elle a fait une série, là, il y a pas longtemps sur ça. Et j'ai trouvé ça trop cool de pouvoir retranscrire des... Parce que du coup, c'est des maladies avec tout ce qui est les tissus, toutes les connexions, donc t'as mal un peu partout, en fait. Toutes tes articulations et tout, et c'est chronique. Et c'était trop beau parce qu'il y a un style très, justement, pictural et tout. J'aime bien. Et elle s'appelle comment, t'as dit? C'est, je crois que c'est Haunted Heights, un truc comme ça. C'est genre H-A-U-N-T-E-D. Genre tiré du bas, un truc comme ça, et Heights comme hauteur, quoi. Et son travail est trop cool. Et c'est ça, quand j'ai vu cette série-là, je me suis dit... Et en plus, ça montre aussi... Enfin, je trouve que les réseaux sociaux, on s'en moque un peu souvent. Et c'est vrai qu'il y a plein de mauvais côtés hyper capitalistes, etc. Mais on s'en moque souvent aussi parce que c'est quelque chose un peu de la jeune génération qui est assez souvent regardé de haut par peut-être des anciennes générations, je sais pas. Mais je trouve que les réseaux sociaux, ça a aussi permis de ouvrir aussi pas mal de paroles, que ce soit dans les luttes féministes, queer, antiracistes, validistes, tout ça. Enfin, ça permet de un peu se reconnaître dans le parcours d'autres gens. Carrément. Et puis Surtout aussi... quand t'es un peu isolé et Ouais, que t'as c'est pas ça. de potes qui... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et puis même de voir aussi Enfin, ça fait des mini-galeries, quoi. Il y a plein d'art que tu verrais jamais sinon. Parce que c'est hyper dur d'être pris en galerie et tout. Et ça permet de voir des trucs qu'à l'époque, enfin, qui restaient dans des ateliers, quoi, aussi. Et du coup, dedans, de l'art aussi politique et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Moi, je sais ce qui m'avait pas mal aidé, justement, parce qu'on parlait de Noah depuis juste avant, c'est Chloé Hayden, je sais pas si tu connais. C'est une Australienne qui, du coup, de base, avait une chaîne YouTube où elle parle de son autisme et tout. Et qui est aussi actrice. Et du coup, elle a joué dans une série il y a pas longtemps sur Netflix. Et du coup, elle joue une personne autiste. Et c'est une des premières personnes à être autiste et à jouer une personne autiste. Et c'est hyper cool parce que c'est pas du tout stéréotypé comme toutes les séries qui sont jouées par des mecs pas autistes qui jouent des gens autistes. C'est souvent mal fait, genre. Puis l'autisme, c'est un spectre, donc t'as plein de représentations différentes. Et je trouve ça trop cool. Et elle a fait un livre aussi, que j'ai lu il y a pas longtemps. Il est pas encore en français, mais et son livre est trop bien. Et ça parle de son parcours, parce qu'elle s'est fait diag à 13 ans, je crois. Et du coup, moi, j'ai pas mal raisonné par rapport à ça, parce elle est aussi TDAH aussi et tout. Et c'est cool d'avoir des représentations, même de là-dessus sur les réseaux et tout. Ça fait du bien de voir des gens qui te ressemblent. Et même la série, vraiment, j'étais genre, c'est la première fois qu'à la télé, genre, je me reconnais et tout. Enfin, c'était fou, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment très peu de représentation de l'autisme sur des femmes, ou sur même de l'autisme, genre, joué par des personnes autistes, c'est hyper rare. Comme le combat de personnes trans jouées par des personnes trans. Enfin, c'est le même problème, c'est souvent que les gens vont pas forcément comprendre dans leur entièreté si en dehors, le lecteur, quand tu le vois, est pas... C'est plus dur pour des gens pas informés de comprendre, quoi. Donc toujours percevoir une femme trans comme un homme s'ils voient un acteur après, quoi, parce que c'est pas une femme trans, quoi. Et le but, c'est quand même de comprendre que c'est des femmes, putain. Donc ça, c'est cool. Et sinon, il y a plein d'artistes qui sont trop cool que j'ai rencontrés aussi en marché et tout. Bah déjà, il y a Charlène et Santiago qui sont trop créatifs et qui sont hyper intéressants. Et sinon, bah ouais, plein d'artistes queer, Adrien, Sarah Stroff. Il y a Arthur Golini aussi que j'ai rencontré par Social Field, maintenant c'est créé à Zipod.
On a rencontré plein d'artistes. Il y a Ludivine Leblanc et tout. Et ils sont tous... Enfin, t'as plein de gens jeunes hyper talentueux, quoi. C'est un truc de ouf. Et du coup, c'est cool de voir ça. Trop chouette. Et toi, juste pour conclure, ce serait quoi, du coup, là, les prochains projets que tu aimerais faire? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, par exemple? Trop chou. Déjà, là, j'ai un shoot le 15 septembre que j'ai préparé depuis un bout de temps. Et du coup, je suis contente. Ça faisait longtemps parce que c'est des grosses mises en scène où je peins mes fonds, je fabrique les décors et tout. Donc là, ça va être cool. Et en plus, j'ai un peu plus délégué. Je travaille avec son Instagram, je sais plus, c'est Temps des créations, un truc comme ça, qui fait des corsets trop beaux, que j'ai rencontré au Salon du Fantastique. Du coup, qui m'a prêté ses corsets pour shooter, ça va être trop beau. Et Cyril, il fait du set design aussi, celui qui fait les masques. Du coup, il va me prêter des trucs pour faire du sol un peu, parce que ça va être une fée de la forêt. Ok. Et ma modèle, c'est Mab, qui est une artiste trop chouette, qui fait de l'art un peu abstrait et tout, que j'ai rencontré en marché. On a été souvent voisines de stand. Et je faisais que l'observer en mode putain, la lumière se pose trop bien sur son visage, il faut que je la shoote. Du coup, je suis allée la voir en disant est-ce qu'on peut shooter? Elle m'a dit mais carrément. Donc ça va être cool. Et puis sinon, j'ai les marchés. Là, j'ai un marché le 9 et j'ai un autre marché en octobre. Et après, il va y avoir les marchés de Noël. Donc ça va vite s'enchaîner. Mais là, le but, c'est que j'essaye de continuer de faire des projets perso en plus de vivre d'être artiste parce que j'aimerais bien avoir plus de diversité dans mes représentations. Pour ensuite faire une expo, ça me plairait trop de faire une grosse expo genre avec plein de trucs parce que vu que mon art est sous plein de formes, je pense que ça peut être intéressant parce que j'en ai marre des expos photos dans des cadres noirs où c'est pas interactif et tout. Mais pour ça, avant, j'aimerais bien avoir plus de modèles différents parce que je shoote pas beaucoup de modèles vu que je suis peur de rencontrer des gens. Donc, continuer la créa à fond. Ouais, ça me plairait trop. Et puis essayer de continuer un peu le dessin aussi et tout. Et peut-être, ouais, essayer de, je sais pas, essayer de trouver un truc pour faire un livre ou un truc, ça me plairait bien. Mais c'est encore un peu abstrait, je sais pas quelle approche c'est dur faire. de tout mettre pouf dans un... Ouais, puis j'aimerais pas juste un livre photo pareil que les expos où t'as juste les photos sur fond blanc où c'est un peu pourri. J'aimerais bien un peu un truc plus... En fait, j'adore les romans graphiques et tout, et ça me... Pareil, j'aime trop l'artiste Natasha Bird, je sais pas si tu connais. Ouais, grave. Et fait de la Elodie, peinture. je l'avais pris en photo, je crois, non? C'est pas Elodie. Ah, c'était toi? Ok. Ouais, j'étais allée la voir dans son atelier et j'adore son art. J'avais fait des photos. Et elle a fait un roman graphique que je trouvais trop chouette, justement, où elle mélangeait texte, dessin et tout. Et c'était hyper inspirant. Et il y a plein de romans comme ça, graphiques, même BD. Il y avait une fille que je suis, Floxy, sur Instagram. Elle a fait une BD que j'avais commandée, auto-éditée, je crois, justement. Et où c'était BD dessin, mais en même temps... Enfin, j'aime bien quand c'est un peu... justement, qu'il n'y a pas trop de cases. C'est un peu entre BD, dessin, photo. Mais j'ai jamais vu avec photo inclus dedans, donc... C'est je un regarderai. défi à C'est ça. relever. S'il y a des gens qui ont des rêves de livres un peu avec plein de médiums, où t'as quand même une histoire et un fil en restant un peu poétique, je trouve que ça serait cool. C'est des trucs que j'aimerais bien voir. Trop cool. Bah ouais, si vous avez des refs, donnez-les nous. Je prends. Trop cool. T'as un dernier mot pour la fin, un truc que tu voulais rajouter ou... Non, franchement, merci à toi en tout cas. Bah merci beaucoup, tu nous as partagé plein de trucs trop intéressants, j'ai kiffé Je cette sais pas, discussion. j'ai que parler, je vais Ah dire. si, c'est génial, moi je suis trop contente, donc merci pour tout, vraiment d'avoir pris le temps de faire ça. Merci à toi. Enfin, merci d'avoir pris le temps de rechercher des questions hyper pertinentes et tout. Enfin, c'est trop bien d'avoir plein de questions et d'avoir bien structuré comme ça, Bah t'es trop c'est trop cool. Genre, je suis pas paniquée en me disant de quoi je vais parler et tout. Bah, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et merci parce que je pense que t'as parlé à plein de gens aussi de plein de sujets J'espère. hyper cool, donc c'est trop chouette. Je mettrai ton Insta en barre d'infos. J'adore faire ça, j'ai l'impression qu'on est dans la radio. Oui, je partagerai bah, du coup tes réseaux et Trop nous, bien. on se dit à la semaine prochaine. Je ferai une trop à l'aise. Une outro plus tard parce que je suis trop nulle pour ça. Ok, bah, C'est merci trop bien. beaucoup, Roxane. Merci à toi. Et voilà, s'il y a des vaillants et vaillantes qui ont tenu jusqu'ici, c'est que ça vous a plu, j'imagine. Donc merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Je remercie encore une fois très très fortement Roxane pour cette discussion, son partage, sa gentillesse. Elle m'a passionnée, son endroit, son studio est vraiment génial. Ça fait vraiment repère d'artiste, petite bulle créative. Je suis trop fan. Je suis vraiment admirative du travail de Roxane depuis plusieurs années et je vous invite fortement à aller la soutenir sur ses réseaux. Et tout ce dont on a parlé se retrouve dans la barre de description. À chaque fois, n'hésitez pas à aller voir
les notes en dessous du podcast. Dès qu'un invité ou moi je parle d'une référence, je vous mets tout dans les notes. Donc n'hésitez pas à aller vous référer à ça. En attendant, encore une fois, vous pouvez soutenir le podcast si vous voulez. Et moi, je vous remercie très fortement de votre écoute. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. Et je vous dis à très bientôt sur La Lame.